Vous écoutez Négatif, je suis Lou Bureau, journaliste et documentariste. D'Ernst Jünger à Charles Péguy en passant par Albert Londres et Henri Barbusse, les écrivains soldats ou soldats écrivains ont raconté leur expérience de la guerre des tranchées. Un siècle plus tard, notre invité, s'il n'est pas un soldat, a aussi fait l'expérience des tranchées en Europe. Il était proche d'une des lignes de front en Ukraine le 24 février 2022, lorsque la Russie a envahi son voisin de toutes parts après avoir reconnu l'indépendance de deux zones séparatistes de la région ukrainienne du Donbass, les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine. Bonjour Lou Bureau. Bonjour. Merci de converser avec nous pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, l'émission à l'écoute des esprits créateurs, dont vous pouvez retrouver les entretiens sur notre site négatif.co. Je m'appelle Thibaut Elie et aujourd'hui nous allons découvrir le travail documentaire d'un jeune réalisateur à l'occasion de la sortie de son premier long métrage intitulé Tranchées au cinéma le 11 mai. Tranchées donc, un titre d'apparence anachronique, nous renvoyant un siècle en arrière, et pourtant Lou Bureau, vous avez filmé ces images sur le front ukrainien au XXIe siècle, dans ce que vous nommez le dernier conflit armé sur le continent européen. Vous connaissez bien l'Ukraine puisque vous l'avez arpenté en tant que journaliste depuis la révolution de Maïdan en 2014. Vous y avez réalisé plusieurs reportages vidéo et depuis l'invasion russe du 24 février 2022, vous couvrez le conflit en tant qu'envoyé spécial pour la chaîne TV5 Monde. Avant cela, vous avez été en Afghanistan et au Pakistan, vous avez été correspondant étranger au Caire dans le sillon des printemps arabes et vous avez aussi couvert le combat des Kurdes contre Daesh, ce qui vous a valu par capillarité d'être détenu 52 jours dans une prison turque pour une accusation de terrorisme. Avant vous, nous avons déjà examiné le rapport du reportage avec la création visuelle, littéraire et artistique de manière générale dans notre émission récemment avec le reporter Quentin Müller, spécialiste de la péninsule arabique, ou encore avec Florent Marcy, ce cinéaste reporter, auteur notamment de Ichkiri Kenti, un documentaire sur la résistance du peuple tchétchène contre les Russes, déjà en 1996. Alors Lou Bureau, de l'actualité brûlante jusqu'au documentaire au long cours, de vos débuts comme journaliste jusqu'aux enjeux de la guerre qui se déroulent actuellement aux portes de l'Europe, nous allons explorer ensemble votre travail, votre œuvre, vos reportages dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Avant toute chose, Lou Bureau, quel est le mot le plus juste pour décrire ce que vous faites, le métier que vous pratiquez, l'activité que vous exercez au quotidien ? Disons qu'il y a un peu deux parties de ma vie maintenant que je trouve assez distinctes. Il y a mon travail de journaliste et mon travail de documentariste qui se rejoignent parfois par certains aspects mais qui sont aussi terriblement différents. Et je pense que l'un est venu de l'envie, en tout cas peut-être même de l'échec de l'autre. C'est-à-dire que je me suis orienté vers le documentaire à partir d'un certain moment où je me suis rendu compte que ce que je voulais faire en termes de reportage n'était pas possible. En tout cas pas possible dans les codes et les conventions journalistiques qu'on a aujourd'hui, notamment à la télévision, puisqu'il s'agit d'images et de sons. Et donc c'est né aussi de cette frustration, cette envie de vouloir être libre dans la manière de créer. Et puis après j'ai découvert en fait toutes les possibilités qui étaient issues du documentaire, puisque pour moi en fait le documentaire de cinéma, je parle pas, il y a encore une distinction je pense à faire entre le documentaire de télé et celui vraiment de cinéma, même si les deux peuvent se rejoindre. Mais en tout cas pour moi dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai appris du documentaire de cinéma, c'est qu'on est dans un processus qui n'est plus du tout journalistique, on est dans un processus artistique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un point de vue, on peut faire des choix artistiques très forts, et c'est là où pour moi ça se différencie, c'est complètement différent du reportage où on est contraint à des codes et des conventions comme je disais. Et donc voilà, j'ai découvert un peu, j'ai eu envie, plus précisément en fait, j'ai couvert l'Ukraine pendant peut-être un bon 6 ans, de 2013 à 2019, donc de Maïdan jusqu'à la continuité de la guerre dans le Donbass qui ne s'est jamais vraiment terminée, même avant l'invasion du 24 février 2022. Et en fait, je me suis rendu compte que le conflit n'intéressait plus personne dans les médias, que quand je leur disais à certains médias que j'avais des pistes et que j'avais des possibilités de faire des choses assez incroyables en termes d'accès sur le front, que les médias me disaient mais en fait il ne se passe rien sur le front, et
Je leur disais si, les combats continuent, il y a quand même énormément de gens qui sont actuellement toujours sur le front qui se battent, il y a des impacts sociétals qui sont très forts, étant donné que toute la société ukrainienne vit encore dans cette guerre, et donc il y a des choses intéressantes à faire, et les médias me disaient, non, il n'y a pas d'informations, on ne sait pas trop ce que tu vas venir y faire, etc. Donc j'ai pris en fait les devants de ça, et de cette frustration est né justement le documentaire Tranché. Et en tout cas, au tout début, j'étais même pas sûr de réussir à en faire un documentaire, hein, pour être honnête. C'est-à-dire que la première fois, quand j'ai fait des repérages, je suis arrivé sur le front et en fait, ça faisait plusieurs années que je voyais que le front se transformait en une guerre de tranchées, en une guerre de position. Je le voyais parce qu'à force de faire des allées et venues, je voyais que les positions étaient en train d'être fortifiées, je voyais que les soldats creusaient dans la terre un peu partout sur la ligne de front et qu'on arrivait vraiment à une guerre de tranchées qui était très semblable à ce qu'on avait pu vivre nous en 14-18 en tant que Français. Et donc je trouvais ça frappant, c'est un truc vraiment, quand on arrive en tant que Français, quand on a tout cet imaginaire, tout ce référentiel de la guerre des tranchées et qu'on arrive dans un autre pays et qu'on voit ces mêmes tranchées, forcément c'est très frappant et même un peu choquant. Et, quand on sait que ça se passe toujours en Europe. Et donc je me suis dit, tiens, voilà, en fait cet espace du front n'est plus un espace journalistique, c'est un espace artistique, puisque voilà, nous on a eu l'occasion de voir énormément de films sur les tranchées, des films de fiction qui racontent cette guerre de tranchées, et je pense qu'il y avait cette idée d'utiliser le documentaire aussi comme un produit artistique pour pouvoir raconter la tranchée. Et donc voilà, après petit à petit est venue dans mon esprit l'idée d'instaurer le noir et blanc, de faire du 4 tiers. Vraiment, c'était des choix pour moi qui étaient complètement artistiques, qui venaient renforcer le propos que j'avais envie d'instaurer dans ce film, et qui était singulièrement différent de ce qu'on pouvait faire en termes de reportage et de documentaire télé. Et est-ce que le mot de reportage, ça vous parle dans le sens où celui qui va faire un reportage, c'est celui qui est le témoin oculaire, celui qui va voir sur le terrain, c'est celui qui rapporte la parole de l'autre? Est-ce que le travail que vous faites quand vous êtes envoyé spécial pour TV5 Monde et le travail que vous avez fait dans Tranchées, c'est quelque part un peu la même chose de ce point de vue-là? C'est un peu la même chose, mais dans des conventions très différentes, étant donné que quand on est journaliste, on se doit de respecter des normes, des codes, et puis surtout une objectivité, en tout cas celle qu'on prétend, l'objectivité prétendue du journaliste. Mais a fortiori, oui, les choix sont un peu les mêmes, dans la mesure où on a une caméra, on filme ce qu'on a devant nous, donc on choisit des cadres, et on choisit de montrer quelque chose. Et dans cette mesure-là, effectivement, on est dans quelque chose de la captation qui peut être rapproché du documentaire. Après, la vraie différence, c'est presque le pourquoi, en fait. Quand on fait du documentaire, on défend un point de vue, on défend une idée de quelque chose, alors que dans le reportage, on vient rapporter de l'information, et c'est souvent ces deux aspects-là qui se confrontent. Il y a quelque chose de peut-être même plus engagé dans le fait de faire un documentaire que dans le reportage, même si au final, quand on va sur le terrain à un endroit précis, c'est déjà qu'on prend un engagement quelque part. Mais je sais que moi, je suis revenu il n'y a pas longtemps dans le Donbass, là. J'y suis retourné là. Je suis revenu en France la semaine dernière, donc il y a vraiment quelques jours. Et je sais que c'est très frustrant maintenant dans mon travail de journaliste parfois d'être soumis à ces codes et ces conventions, parce que on fait un travail qui est très très rapide. Il y a la notion du temps qui est très importante aussi, hein, parce que moi là par exemple je faisais des sujets de 2-3 minutes que j'envoyais à TV5, qu'on allait tourner le matin, qu'on montait dans l'après-midi, qu'on envoyait le soir. Alors je vous dis pas comment c'est frustrant de devoir faire des sujets de 2 minutes après avoir passé 8 ans dans une région, et surtout 4 mois à tourner un documentaire dans cette même région, mais voilà, c'est le travail journalistique de recherche d'informations sur des sujets très précis, et le documentaire est très différent de cela, et maintenant j'ai de plus en plus de mal à travailler comme journaliste, même si j'apprécie toujours autant ce travail, mais je pense qu'il y a aussi la question du support est très importante, puisqu'en fonction des médias qu'on choisit, et puis il y a la télévision c'est quelque chose de très particulier, mais voilà, en tout cas maintenant le documentaire est quelque chose qui me fait, pour avoir eu cette entière liberté de pouvoir créer, qui me fait vraiment envie, et que j'espère continuer. Mais c'est vrai que je trouve que dans la notion dans le reportage, il y a moins cette notion de création, même si on extorque de l'image de notre caméra, on crée quelque part, oui, parce qu'il y a du montage, etc., mais on crée dans des codes et des conventions tellement dures et tellement
précise qu'au final on n'est pas dans la création libre comme peut-être l'objet documentaire, quoi. Et en tant que reporter, vous êtes donc aussi un individu sur le terrain et vous avez des qualités de perception du réel qui sont en jeu. Par rapport à l'objectivité dont on parlait, il y a les qualités de subjectivité qui sont donc votre créativité, votre personnalité, votre subjectivité critique, c'est-à-dire la distance que vous allez mettre par rapport à ce que vous voyez au réel. Est-ce qu'en cela, pour vous, vous êtes devenu quelqu'un de beaucoup plus subjectif dans ce que vous faites ? Ah bah oui, complètement. Mais je pense que plus on avance dans le temps, plus on tend vers la subjectivité. Parce qu'être objectif toute sa vie, surtout sur des conflits, c'est difficile. Surtout dans ce type de conflit où on se retrouve en fait dans le camp de l'agressé, parce que là on est vraiment dans un cas de figure où il y a des conflits qui sont plus compliqués, mais là on est dans un cas de figure qui est très simple, hein. Il y a un pays qui est agressé et il y a un pays qui agresse. Donc effectivement, quand on vit dans un pays qui se fait envahir complètement à un stade, à une échelle qu'on n'avait pas vue depuis des décennies dans le monde, et qu'on voit effectivement tous les gens autour de nous, tous nos amis, tous les gens qu'on a pu connaître dans ce pays souffrir de ce qui se passe, effectivement, c'est difficile de se dire qu'on reste objectif. Et au final, je trouve que même les journalistes qui travaillent actuellement en Ukraine ne sont pas totalement objectifs, mais c'est la nature même de l'être humain. Enfin, je veux dire, c'est très difficile de prétendre à une objectivité. Et je trouve que dans le documentaire, on est beaucoup plus vrai dans ce sens-là. C'est on le dit, c'est un travail subjectif, c'est un point de vue, un regard, et ça diffère complètement du travail journalistique. Est-ce que vous êtes un aventurier, un baroudeur ? Je pense que je l'ai été. Je l'ai été quand j'étais jeune. J'ai pris d'énormes risques pour commencer ma carrière en tant que journaliste. Des passages de frontières extrêmement risqués avec des convois armés pour entrer en Syrie. J'ai pris énormément de risques parce que aussi le métier veut ça. Parce que quand on est un jeune journaliste, faut se faire une place dans ce monde qui est très déjà pris par d'excellents reporters, et puis dans lequel c'est difficile de trouver une place rédactionnelle, de trouver un endroit dans lequel faire ses reportages. Et souvent, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire que quand on est un jeune journaliste et qu'on prend des risques, si on arrive à ramener quelque chose, tout de suite, on est un peu auréolé de succès et de gloire. Les médias vont dire, voilà, on a un super jeune journaliste qui arrive à faire des trucs exceptionnels. Et quand on n'arrive pas, quand on est coincé ou qu'il nous arrive quelque chose, tout de suite on est le vilain petit canard du journaliste qui a pris des risques et qui ne savait pas ce à quoi il était confronté. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, dans ma jeunesse, j'ai très rapidement accepté de prendre ces risques parce que j'étais aussi pétri d'envie de réussir, pétri d'envie de montrer ce dont j'étais capable et de se faire une place dans ce milieu très concurrentiel. Après, les années passantes, je trouve que j'ai vraiment évolué. Et là, je l'ai pu le voir même dans le travail que j'ai fait ces 2 derniers mois en Ukraine. J'ai de plus en plus de mal à prendre des risques pour quelque chose que j'estime qui n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire qu'aller sur le front, prendre des risques pour amener 2 minutes de reportage pour TV5 Monde, moi, c'est quelque chose que ça commence à m'horripiler. Enfin, je veux dire, peut-être que le terme horripiler est trop fort, mais en tout cas, je trouve que le jeu n'en vaut définitivement pas la chandelle. Et je le vois, hein, parce qu'avant, j'aurais pas eu de problème du tout à faire ça, et maintenant, c'est quelque chose où je me dis, bon, voilà, on va aller dans ce village-là, mais qu'est-ce qu'on va trouver ? On n'a rien prévu d'avance, la ligne de front, elle est toute près, toute proche. Qu'est-ce qu'en termes d'information, est-ce que vraiment le travail que je vais faire là cet après-midi, le risque que je vais prendre cet après-midi, vaut le coup que je risque ma vie pour quelque chose ? Alors, des fois, il y a des sujets incroyables où effectivement, je pense toujours que le rôle du reporter et du journaliste est indispensable. Par exemple, je pense notamment à Laura von der Stock, ce photographe qui avait ramené des preuves de l'utilisation d'armes chimiques dans la banlieue, dans la Ghouta, dans la banlieue orientale de Damas. Voilà, il a pris des risques énormes, mais pour quelque chose qui, évidemment, en valait la peine. Si un bombardement a lieu quelque part sur le front et que voilà, il y a des morts et que personne n'est là-bas, oui, en tant que journaliste, je me dis voilà, le risque pris en vaut la peine, il n'y a personne là-bas, il faut que quelqu'un vienne témoigner. Mais la plupart du temps, on n'est pas là-dessus, hein. La plupart du temps, les journalistes, ils vont sur le front pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive et puis voilà, on a un rôle un peu d'observateur, on regarde ce qui se passe et puis c'est un peu, si je peux dire, au petit bonheur la chance, soit il se passe quelque chose, soit il ne se passe rien. Mais en tout cas, dans le conflit russe, dans le conflit russo-ukrainien, on a aussi une autre dimension, c'est que les risques
pris en tant que journaliste sont extrêmement importants, peut-être même plus importants que dans n'importe quel autre conflit qu'on a pu voir ces dernières années, étant donné que l'espace critique dans lequel on est en danger n'est plus le front même, comme ça a pu l'être, n'est plus les 5 derniers kilomètres, mais vraiment, moi je dirais même les 20, les 25 derniers kilomètres, étant donné qu'il y a des moyens technologiques qui permettent aux Russes de lancer des missiles, des obus, des missiles de drones sur une vaste étendue. Et en fait, souvent, on se rend pas compte des risques pris avant même qu'on soit sur le front. C'est-à-dire qu'on va avancer dans un village et on va se dire à quelques kilomètres du front, on va se dire tiens, c'est calme aujourd'hui, machin, il n'y a pas de risque, etc. Sauf qu'en fait, dans le village, il n'y a personne parce que les Russes sont dans la forêt, les Ukrainiens les attendent en embuscade, il y a des drones au-dessus, et l'apparence de tranquillité est en fait un terrain extrêmement dangereux. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai été un baroudeur, clairement, dans ma vie. J'ai pris des risques pour couvrir des conflits. Je suis allé dans des endroits où aujourd'hui je ne remettrai plus les pieds, comme les zones tribales pakistanaises, ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai évolué et je pense que n'importe qui aussi évolue avec l'âge. Et donc, c'est vrai que mon travail, les risques que je prends dans mon travail, j'accepte de les prendre, mais pour des raisons bien précises. Est-ce que le travail de journaliste, pour vous, c'est aussi avant tout une éthique de travail ? Le travail de journaliste, c'est forcément un travail éthique, dans la mesure où on va rendre compte de ce qu'il se passe, surtout dans le journalisme de guerre, entre parenthèses, dans une région en guerre, et avec tout ce que cela implique, en tout cas. Moi, j'ai toujours dit que le journalisme de guerre, c'était très différent, je pense, du reste du journalisme, parce qu'on est confronté à des choses auxquelles la plupart des gens ne verront jamais dans leur vie, et on est confronté à des choses qui nous-mêmes nous laissent des traces. Donc c'est un engagement très très fort, en tout cas quand on le fait pour les bonnes raisons, parce qu'il y a aussi des fois même les problèmes, j'ai envie de dire, d'ego que peuvent avoir certains journalistes, et puis même les problèmes d'addiction à la guerre, qui suivent généralement aussi le fait de faire trop de terrains de conflit, d'être enfermé dans cette case qui consiste à se dire j'y vais parce qu'en fait c'est la guerre et que j'ai toujours couvert la guerre, donc voilà. Mais il y a effectivement, dans la mesure où on capture en fait l'intimité et la proximité à la mort des individus qui vivent dans des zones de guerre, on est dans quelque chose qui est terriblement éthique. Faut toujours se poser les questions de savoir pourquoi nous on le fait, qu'est-ce qu'on va montrer et qu'est-ce que on va montrer de cette image qu'on capture de quelqu'un qui est en train de risquer sa vie ou alors qui vit un des moments les plus compliqués de sa vie. Et donc c'est très particulier. Je pense que la question éthique est ultra omniprésente dans cet environnement-là. Oui. Et est-ce que vous avez appliqué, ou en tout cas transformé ces questions éthiques, ces questionnements, à votre travail de documentariste ? Oui, totalement, puisque plusieurs fois, en fait, j'ai pris la décision de ne pas filmer des choses, par exemple dans mon film, alors que je pouvais les filmer. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, il y a une journée où les soldats sont allés chercher de l'alcool dans le village à côté, on en ramené dans les tranchées et ont commencé à boire dans les bunkers. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit, bien sûr, par l'armée ukrainienne et qui est très régulé, puisqu'il y a eu énormément de problèmes d'alcool au début de la guerre et qui maintenant, et donc les autorités ukrainiennes ont fait en sorte que boire de l'alcool sur le front était très 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 sévèrement puni. C'est-à-dire que si les autorités ukrainiennes entendent parler d'alcool sur le front, ils envoient les soldats coupables en prison. Donc, voilà. Donc, moi évidemment, j'ai filmé cette scène, mais après j'ai fait le choix de ne pas la mettre dans mon film parce que les personnages qui m'avaient accordé leur confiance auraient été directement envoyés en prison suite à ça, quoi. Donc voilà, c'est très important, la question éthique elle est toujours là, et comme je vous le disais juste avant aussi, en tant que documentariste aussi, on capture quelque chose qui tient de l'intimité extrême, de la nature même de l'existence. Ces gens-là passent des mois et des mois dans des tranchées où ils sont vraiment soumis à énormément de pression, à énormément de questionnements existentiels, et donc quand on partage ça avec eux, évidemment qu'il faut se poser la question éthique, déontologique, quelque part, de qu'est-ce qu'on va raconter de ce que eux nous livrent volontairement, ou même des fois involontairement. On va revenir un peu plus en profondeur sur votre travail sur l'Ukraine. Donc comme vous l'avez dit, vous êtes allé à Maïdan en 2013-2014. Ensuite, vous avez réalisé un premier reportage vidéo qui s'appelle Les enfants de Maïdan, qui traitait de cette jeunesse post-Maïdan. Ensuite, vous avez également réalisé en 2018 un reportage sur l'Ukraine, la guerre et le foot dans un village, qui est disponible sur le site Spicy.
Avec le recul, qu'est-ce qui vous a amené en Ukraine la première fois et surtout, pourquoi est-ce que vous y êtes retourné? Bah la première fois, en fait, moi j'habitais à cette époque-là, j'habitais au Moyen-Orient, j'habitais au Caire. Je suivais effectivement les conséquences du printemps arabe dans la région, tout ce que le début de la guerre en Syrie, tout ce que ça pouvait impliquer en Égypte et dans le reste du Moyen-Orient. Et c'est vrai qu'au départ de Maïdan, j'ai suivi avec intérêt ce qui se passait dans ce pays que je connaissais pas, qui faisait partie d'un espace, l'Europe de l'Est, dont j'avais peu de connaissances. Et puis le mouvement passant, la révolution continuant, avec le début des massacres aussi sur Maïdan, c'est-à-dire que le début des tirs, le début des morts qu'on a pu voir dans ces événements, ça m'a profondément choqué de voir qu'en fait des manifestants en Europe pouvaient mourir parce qu'ils revendiquaient une société plus juste, libérée de la corruption et de manière générale plus libre. Et ça m'a assez remué. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller voir, tout en sachant pertinemment que j'y allais avec un regard totalement novice, étant donné que je ne connaissais pas du tout le pays. Et j'y suis allé et je me souviens même, j'avais eu énormément de chance. C'est souvent, les reportages et même les documentaires sont souvent une question de chance en fait, hein, parce qu'en fait dans l'avion, je suis revenu en France, et dans l'avion de France en Ukraine, j'ai rencontré un couple d'Ukrainiens avec qui j'ai sympathisé, qui m'a dit, voilà, nous on a un appartement sur Maïdan, mais bien sûr on peut pas y aller, parce qu'évidemment il y avait des manifestations partout, tout le centre de Kiev était bouclé. Mais si tu veux, on te donne les clés et puis tu nous les rends quand tu t'en vas, quoi. Et donc j'ai récupéré ces clés et puis en fait je me suis retrouvé dans un appartement avec un balcon incroyable sur la place Maïdan avec tout ce qui s'y passait. Et puis en fait le lendemain matin je suis sorti pour aller essayer de parler à des manifestants, essayer de comprendre un peu voilà, comment tout ça se passait. Et sur la place j'ai rencontré un jeune ingénieur, un Ukrainien qui parlait anglais. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux travailler avec moi? Est-ce que tu veux être mon interprète? Et il a accepté. Et en fait, ce jeune ingénieur est devenu un ami très très proche. Et il a quitté son travail à la fin de Maïdan. Il a rejoint l'armée ukrainienne dans un bataillon de volontaires. Et en fait, de fil en aiguille, d'année en année, il est devenu commandant. Donc on a toujours gardé contact, on a toujours été très proches, c'est devenu un ami très proche. Il vient souvent chez moi en France, j'ai été souvent, voilà, à chaque fois que je vais en Ukraine, je vais le voir. Et c'était devenu un commandant de l'armée ukrainienne, et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pu avoir les accès pour réaliser ce film Tranché. Donc c'était assez incroyable, parce qu'en fait, j'ai rencontré un gars complètement par hasard sur une place qui, 6 ans plus tard, m'a permis de faire un film documentaire qui est pour moi la chose la plus achevée, la plus importante que j'ai pu faire dans mon travail actuellement, jusqu'actuellement. Et donc voilà, c'est souvent une question de chance, et c'est vrai que Maïdan c'était quelque chose d'assez incroyable, hein, les manifestations à Maïdan. Ce souffle, j'avais vécu le printemps arabe, mais il y a quelque chose toujours dans le printemps arabe il y a quand même un gap, hein, tu vois, il y a quand même un fossé entre ce que nous, en tant qu'occidentaux, on peut venir voir et comprendre dans des mouvements qui sont dans une autre région, dans une autre culture, avec une religion différente. Bon, là, c'est aussi une religion différente quelque part, l'Ukraine, mais le gap culturel est beaucoup moins important quand même. Et de voir, et pour moi, je considère absolument que l'Ukraine est dans l'espace européen d'un point de vue géographique, et de voir que tout ça avait lieu en Europe, c'est quelque chose qui m'avait bouleversé, et de fil en aiguille, voilà, j'avais décidé de rester et de continuer à travailler sur ce pays qui en plus, après, s'enfonçait dans la guerre, donc il y avait quelque chose d'inachevé en plus, tu vois, le Maïdan a toujours été inachevé, étant donné que le pays n'a jamais réussi à récupérer son indépendance, si on le part d'un point de vue géographique, étant donné que le Donbass a été occupé, la Crimée a été occupée, etc. Donc c'est tout a commencé avec le Maïdan. Ce qui se passe encore aujourd'hui est une des nombreuses déclinaisons de ce qui s'est passé avec le mouvement Maïdan. Et ce moment historique de Maïdan, est-ce que c'est aussi un moment, par les rencontres que vous avez pu faire, qui a symbolisé certaines valeurs européennes? Et si oui, quelles sont ces valeurs que vous avez pu partager, sur lesquelles vous avez pu discuter avec ces jeunes Ukrainiens? Bah oui, ce qui est toujours assez surprenant, c'est de voir qu'en fait, en Europe de l'Est, et particulièrement en Ukraine, les valeurs européennes sont quelque chose auquel les gens croient. Alors pas tous, hein, parce que tout le monde n'est pas pro-européen, mais globalement, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui voient l'espace européen comme un espace de liberté, de démocratie,
comme un espace d'égalité, notamment en termes de justice sociale, en termes en termes de plein de valeurs. Et nous, on a tendance à remettre en cause ces valeurs parfois pour des raisons aussi justes, mais on est dans un paradigme un peu différent, on est sur des échelles différentes. Et en Ukraine, qui a été un pays extrêmement corrompu, où, où les gens n'arrivaient pas à vivre et devaient sans arrêt donner des bakshish quand ils se faisaient arrêter par la police ou dans leur quotidien, n'arrivaient pas à accéder aux études ou à l'hôpital, dans un pays où c'était si difficile de vivre, et ça, quelque part ça l'est encore actuellement, parce que ces changements demandent énormément d'années, c'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil, mais dans un pays si difficile dans lequel vivre, c'était forcément très, très touchant pour moi de voir que les Ukrainiens avec qui je parlais me disaient vouloir intégrer l'Union européenne, parce que pour eux l'Union européenne c'était le gage d'une justice sociale, de liberté, d'égalité. Et donc oui, en tant que jeune Européen, parce que moi je suis profondément attaché à l'Union européenne en tant qu'espace de partage et de liberté, en tant que jeune Européen, ça a été très fort pour moi de me rendre compte de ça. Encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive d'aller sur le front et de voir un drapeau européen avec le drapeau ukrainien. Et c'est toujours assez dingue, en fait, de voir ce drapeau européen sur un front militaire. On se rend compte qu'en fait, on n'a pas du tout la même... nous, les Européens, on n'a pas du tout la même vision, parce qu'on y est à l'intérieur de l'Europe depuis très longtemps. Mais pour ceux-là, pour les Ukrainiens, l'Europe est un espace incroyable. Et tout le monde a envie de... Enfin, je veux dire, une très grande partie de la société ukrainienne est tournée vers l'Europe. C'est clair que... je veux dire, moi, la plupart de mes amis veulent partir en vacances en Europe, veulent avoir une liberté de mouvement, veulent pouvoir étudier en Europe. Voilà, c'est quelque chose, on partage énormément de choses avec l'Ukraine, et je pense que c'est normal à un moment donné aussi que quand un pays veut intégrer l'Europe parce qu'elle partage ses valeurs, qu'elle puisse le faire, quoi. Dans le film Tranché, vous suivez le 30e bataillon de l'armée ukrainienne. Donc un bataillon, c'est quelques centaines à 1 millier d'hommes, il me semble, qui se base sur ce bataillon-là, il se base sur une ligne de front qui est au sud du Donbass. Qui sont ces jeunes qui se battent sur le front, et comment les avez-vous rencontrés ? En fait, il y a plusieurs profils vraiment de soldats. J'ai envie de dire, au début de la guerre, en 2014-2015, la très grande majorité des engagés l'étaient pour des raisons patriotiques. C'est-à-dire que c'était le début de la guerre, le pays était en danger, il y avait une menace existentielle, et donc beaucoup de gens se sont engagés, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, hein, pour défendre leur patrie, pour avoir cette idée de défense de la nation qui était très forte. Et le temps passant, les années passantes, il y a énormément de gens qui ont quitté ensuite cette armée, parce qu'ils ont décidé de continuer leur vie civile, parce que pas rester des années à la guerre, et il y a eu une nouvelle génération d'engagés qui est arrivée sur le front, qui là étaient plus des engagés, j'ai envie de dire, économiques, parce que l'Ukraine a eu besoin de renforcer son armée, et de manière générale le domaine militaire, parce que la guerre continuait, et donc ils ont augmenté considérablement les salaires, par exemple, de tous les soldats qui s'engageaient dans l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, par exemple, un jeune soldat est payé 900 € pour être sur le front, alors que le salaire moyen, à peu près, c'est environ 300 € par mois. Donc en fait, c'est comme si nous, on avait un salaire d'environ 3500 € pour faire quelque chose qui est un très bon salaire en Ukraine. Et donc il y avait énormément de jeunes qui se sont engagés aussi sur le front, parce qu'ils avaient envie de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis il y avait bien sûr ce partage aussi des idéaux patriotiques, forcément, hein, je veux dire, ils s'engagent aussi dans une armée pour une raison qui leur est chère, mais disons que voilà, il y avait cet aspect économique qui est assez important. J'ai vu beaucoup de gens me dire, moi j'ai pas les moyens d'être chez moi, il n'y a pas de boulot, je dois subvenir aux besoins de ma famille, ma mère ne travaille plus, donc voilà, je suis venu sur le front pour ça aussi, avec cette idée de partage des idées patriotiques et parfois nationalistes, mais voilà. Il y a plusieurs types de profils, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes encore, parce que je pense que tout simplement l'Ukraine est une nation, est un pays dans lequel c'est difficile de vivre, pour toutes les raisons que j'expliquais auparavant. Il y a énormément de chômage, c'est un pays qui est très peu développé, hein, sur plein d'aspects. Je pense dans le domaine tertiaire, hein, plutôt. Et donc voilà, c'est aller sur le front, s'engager dans l'armée, c'est aussi un moyen de pouvoir survivre.
en plus des idéaux démocratiques et patriotiques. Ouais. L'accès au terrain, c'est peut-être une des choses les plus difficiles, surtout sur un terrain de guerre. Comment est-ce que vous avez gagné, entre guillemets, l'accès à ces tranchées, l'autorisation et surtout la confiance nécessaire pour filmer ces zones? Bah ça s'est fait, effectivement, c'est quelque chose de primordial. Je pense que même c'est la chose la plus importante. J'ai eu accès à ces tranchées déjà par l'intermédiaire de ce commandant qui était devenu un ami très proche et qui m'a dit, à qui j'ai dit un jour, je voudrais réaliser un film dans les tranchées. Est-ce que c'est possible de le faire sans avoir derrière moi un attaché de presse ou une quelconque personne venue vérifier ce que je faisais. Et en fait, lui m'a dit oui, c'est possible de le faire, mais il faut pas que l'état-major soit au courant. Donc je vais contacter des commandants locaux, les commandants locaux de cette 30e brigade de l'armée ukrainienne, et puis on va aller les voir, et puis on va voir comment ça match, comment ça se passe. Et donc j'y suis allé une première fois faire des repérages pendant 2 semaines où j'ai quasiment pas filmé, hein. J'ai dû faire 4-5 images, mais globalement je suis resté en fait discuter pendant 2 semaines, ce qui est déjà en fait assez long. Mais c'est une étape pour moi qui est hyper importante parce que tout ce que je n'ai pas filmé dans ces 2 semaines, au final, je l'ai mis aussi quelque part dans mon film. Enfin, tout ce que j'ai pu voir, vraiment d'avoir pris le temps de regarder ce qui se passait dans les tranchées, ça m'a permis une fois que j'ai pris ma caméra, d'avoir une vision beaucoup plus précise et intéressante de ce que j'avais envie de montrer. Voilà, on a visité plusieurs positions parce qu'au sein de la brigade, en fait, comme tu l'as dit, qui sont à peu près 1000 hommes, chaque position, en fait, a un bunker est relié par un réseau de tranchées à différents bunkers, tous les 200-300 mètres. Et dans chaque bunker, tu as à peu près une vingtaine de personnes. Donc en fait, on peut voir énormément de positions, énormément de groupes de soldats différents et donc j'ai visité ces positions-là avant de choisir ceux avec qui j'avais établi le plus d'affinité, les soldats qui me paraissaient les plus intéressants en termes de profil mais aussi en termes de sensibilité, de pouvoir voilà, discuter avec eux, sentir qu'ils étaient ouverts au fait que je vienne filmer pendant des mois. Mais c'est vrai que ça a été en fait pour moi le plus grand challenge, ça a été effectivement de me faire accepter. Et c'est intéressant, c'est intriguant aussi parce qu'en fait je pense que le fait de ne pas parler la langue, c'est-à-dire l'ukrainien ou le russe, a finalement été un avantage énorme pour moi parce qu'en fait effectivement quand on va quelque part, quand on dort dans un bunker avec les soldats, au début ils sont très intrigués, ils se disent voilà qu'est-ce que le mec il vient faire, etc. Mais au bout de 3 semaines, les soldats ils finissent par arrêter de te parler ou de te prêter attention parce que tu es là depuis tellement longtemps avec eux, tu vis avec eux, et eux savent très bien que moi je ne comprenais pas ce que eux disaient. Donc en fait c'était assez incroyable parce que en fait à partir d'un certain moment je me suis retrouvé à être complètement invisible et c'est exactement ça ce que je recherchais. Surtout qu'ils ne savaient pas exactement, ils avaient compris que je venais pas faire un travail journalistique, mais ils voyaient pas ce que j'allais faire aussi d'un point de vue documentaire. Hein. Quand je leur ai parlé d'un film en noir et blanc 4/3, ils étaient un peu là en mode bon, c'est bien ton truc, mais qu'est-ce que ça va donner? Nous on s'en fout un peu, machin. Et donc du coup, voilà, ils m'ont permis à un moment donné, toutes les discussions, tout ce qui se passait, même avec leur chef, toutes les réunions, toute leur vie quotidienne, ils m'ont ouvert et laissé filmer tout parce que de toute façon, ils se disaient que je comprenais pas aussi, quelque part. Donc le désavantage de la langue, qui peut être un désavantage si on passe assez peu de temps, en fait, au final, sur une position, est devenu pour moi un énorme avantage, le fait d'être invisible et de pouvoir tout filmer en totale liberté, quoi. C'était assez dingue. Et puis après, j'ai aussi été le fait que je sois introduit par un commandant est forcément quelque chose qui est complètement différent d'un journaliste qui va arriver avec un attaché de presse. De l'armée, un attaché de presse de... Ouais, d'un attaché de presse de l'armée. Parce que normalement, en fait, c'est ça. Normalement, quand on arrive sur le front, qu'on soit documentariste ou journaliste, hein, on a un attaché de presse qui est l'attaché de presse de la brigade, qui vient avec nous, qui nous dit quoi filmer, quoi montrer, qui va même préparer les soldats au discours, aux questions que toi tu vas poser après. Donc c'est extrêmement restrictif et ça permet pas de faire un travail documentaire. Et en plus, normalement, on n'a pas le droit de dormir, nous, étrangers sur le front, on n'a pas le droit d'être dans les bunkers. On n'a pas le droit de faire tout ça. Donc effectivement, pour eux, les soldats, c'était assez intriguant qu'un mec puisse intégrer avec cette liberté leur vie. Et pour moi, c'était exceptionnel d'avoir cet accès-là que personne n'avait eu jusqu'alors.
Et, ouais, ça a vraiment été, cet accès, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte, je suis venu avec plein d'énergie sur ces positions, dans ces tranchées. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que la plus grande difficulté, ça allait être de garder en vue ce que j'avais envie de faire. Parce que je suis parti avec cette idée de film en noir et blanc 4 tiers, dont moi j'étais convaincu. Mais c'est vrai que quand j'en parlais à des amis ou autour de moi, dans le milieu documentaire, les gens me disaient un peu, ça va, qu'est-ce que c'est que ton truc, quoi. Pas grand monde croyait en ce projet, quoi. Et en fait, quand on vit dans les bunkers et dans les tranchées, il y a tout le temps des bombardements, il y a les hommes, c'est un espace avec une très grande promiscuité, on est très souvent les uns un peu sur les autres, notamment dans les bunkers, on vit sur des lits superposés, il y a des rondes la nuit, donc les soldats se réveillent, se déplacent, il y a les commandants qui passent. En fait, c'est un espace dans lequel il est très compliqué de dormir, de se reposer. Et puis il y a toujours cette menace qui est invisible, de savoir si un bombardement va pas éclater tout d'un coup à l'endroit où toi tu es en train de jouer aux cartes avec quelqu'un. Et en fait, c'est exténuant. C'est exténuant, c'est extrêmement fatigant de vivre dans cet environnement-là. Et en fait, très souvent, je me souviens, fallait que je me force, que je me fasse violence pour sortir ma caméra et pour me remettre dans la perspective du noir et blanc, du 4 tiers, de tout ce que moi j'avais décidé qu'on allait faire de ce film, de qu'est-ce que j'allais montrer. Fallait vraiment que je me fasse violence parce que sinon j'aurais pris, parce que moi je pouvais sortir, hein, je serais sorti des tranchées, je serais allé vivre à l'hôtel et je serais revenu le lendemain. Mais en fait c'est dans cette idée que j'avais un peu extrême, hein, de rester autant de temps et de vivre avec eux, fallait que je le fasse, fallait que je sois là avec les soldats et que je m'intègre complètement à leur quotidien, que je vive de la même manière qu'eux pour que le film reflète ce quotidien. Et ça a été quelque chose de très difficile, hein, de dormir 3-4 heures par nuit et de continuer à travailler toute la journée sur une idée dont en plus on n'est pas sûr qu'elle finira par marcher, quoi. Une des particularités de votre travail, c'est aussi que vous travaillez tout seul. Est-ce que vous étiez tout de même accompagné par un fixeur sur ce tournage? Parce que j'ai vu un nom au générique, Dimitro Dibia. Oui, c'est le commandant. C'est mon ami qui est venu effectivement plusieurs semaines avec moi sur le front, qui m'accompagnait, mais qui faisait aussi un peu ces choses de son côté, hein. C'est-à-dire qu'on avait un rapport très libre. Mais effectivement, dans la mesure où en fait moi j'étais un occidental dans une tranchée qui est réservée normalement aux soldats ukrainiens, lui devait être là si quelque chose devait mal se passer. Et puis même dans les moments intenses où il y avait des bombardements ou des choses dangereuses, il fallait que quelqu'un soit avec moi pour me dire au moins ce qui se passait, parce que moi je comprenais pas ce que les soldats se disaient entre eux, donc je pouvais pas être totalement perdu dans cet environnement-là. Il fallait que quelqu'un puisse aussi s'assurer de ma sécurité. Donc il est venu avec moi plusieurs semaines, il a contribué à ce film énormément, parce que c'est aussi par son regard et par la manière que lui a de pouvoir être ami aussi avec les soldats, de s'intégrer dans ce bataillon. C'est lui aussi qui m'a permis d'avoir une place. Parce que s'il n'était pas là, les soldats ne m'auraient pas accueilli comme ça, c'est sûr. Il fallait qu'il y ait une connexion qui soit réalisée par quelqu'un. Et c'est lui qui a fait cette connexion. Après, j'ai été libre, mais en tout cas, dans toute l'introduction et effectivement dans les moments dangereux, c'était Dima qui m'accompagnait et qui m'aidait. Ouais. Vous l'avez dit, vous ne parlez ni ukrainien ni russe. Comment est-ce que vous avez fait pour filmer des dialogues dont vous ne compreniez pas le sens? C'est toujours... ça a été assez incroyable, parce qu'en fait, toutes les traductions, je les ai découvertes en post-production. Et c'était assez dur parce qu'au final, je ne savais pas aussi où, dans la même mesure de ce que je vous disais avant, je ne savais pas où est-ce qu'on allait. C'est-à-dire que souvent, il y avait des événements frappants que je comprenais parce que ça mobilisait l'attention de tout le monde, mais dans les petites choses du quotidien, qui au final ça, parce que le film parle du quotidien dans les tranchées, effectivement, c'était compliqué. Et alors après, avec le temps, on comprend sans comprendre quelque part, mais effectivement, j'ai découvert une très grande partie du film au moment donné où je suis revenu chez moi. Et où on a fait un travail de traduction monumental, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 ou 7 mois de traduction, avec 2 traducteurs, donc ça a été un travail incroyable. Vous aviez combien d'heures de rush? J'en avais pas beaucoup, je devais être autour de 70-80 heures de rush, mais c'est parce que justement,
le quotidien, c'est quelque chose qu'on peut filmer et refilmer indéfiniment, mais à un moment donné, se pose la question, quand on a filmé 19 fois le petit déjeuner, est-ce que je me lève pour le filmer une 20e fois? C'est peut-être lors de cette 20e fois qu'il y aura le moment décisif. Et oui, effectivement, j'ai filmé énormément de choses en boucle, parce que effectivement, les soldats se disaient aussi des choses différentes, mais vu que je savais pas ce qu'ils se disaient, donc je le filmais. Mais après... il y a tout simplement, c'est un espace où voilà, les soldats se parlent, mais de manière générale, ils sont quand même assez muets hein, dans les tranchées. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est tellement difficile dans lequel vivre que les soldats aussi, il y a une sorte de compréhension mutuelle où les soldats ne passent pas beaucoup de temps à se parler entre eux. Il y a effectivement les discussions qu'on peut avoir autour d'un repas, d'un jeu, voilà, mais globalement... à part leur travail, c'est-à-dire parfois se battre et les petites discussions du quotidien, il y avait assez peu de choses au final à comprendre, hein, autre que ce que je pouvais voir, quoi. Ce qui fait de votre travail quelque chose d'assez unique aussi, c'est le fait que vous tourniez seul, à la fois le son, l'image, que vous n'ayez pas donc de fixeur totalement en permanence avec vous. Mais ça implique également des questions logistiques. Et justement, quelle est la part de logistique, de débrouillardise nécessaire sur ce type de film et de manière générale pour être un bon reporter? C'est vrai que j'ai tourné un film documentaire avec quasiment rien, c'est-à-dire une petite caméra réflexe, un Sony A7 III, avec avec deux micros, un micro cam et un micro externe. Donc c'est vrai que d'un point de vue d'un point de vue technique, c'est très très peu. Après, l'avantage que j'avais, c'est que vu que je restais au même endroit sans arrêt, j'avais le temps. J'avais le temps de pouvoir me concentrer sur les images que j'avais envie de faire, sur la visée artistique, vraiment sur tous ces aspects-là, le noir et blanc, le 4/3. J'avais beaucoup de références cinématographiques aussi dans ma tête, et je pouvais aussi continuer même dans les tranchées à regarder des films et me dire tiens, ça c'est bien, c'est exactement ce que je recherche, je vais essayer de filmer cet après-midi Oleg, un des personnages comme ça. Il y avait cet aspect de pouvoir continuellement continuer à écrire le film. Qui était très important, parce que du coup, normalement, c'est vrai qu'en tant que journaliste ou même documentariste sur certains sujets, on est sans arrêt à courir pour suivre un personnage d'un endroit à l'autre, et là, c'était tout au même endroit. Donc, c'est ce qui m'a permis, moi, de pouvoir me concentrer sur l'image. Mais effectivement, la technique a été très importante, mais c'est un truc que j'ai un peu... Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir hein, à faire ce film, dans la manière de filmer, de pouvoir... m'affranchir de toutes ces règles de cadrage ou de son journalistique, et de pouvoir me dire tiens, ça serait intéressant d'essayer de faire ce cadre comme ça, de raconter cette interview comme ça, ou alors même parfois aussi d'être un peu plus dans la poésie, dans l'imagé, dans des références cinématographiques qui sont plus issues de la fiction, que j'ai inclus un peu dans mon travail de documentaire. C'est ça aussi que je trouve assez intéressant avec Tranché, c'est que c'est un film documentaire, indéniablement, mais qui a aussi des aspects fictionnalisants. Est-ce que d'un point de vue logistique également, c'était compliqué de gérer les batteries, les cartes mémoire, le stockage des rushs Est-ce que le fait que vous n'ayez pas d'assistant, car en général même sur des documentaires, le chef opérateur image, il va avoir un assistant qui va lui charger ses batteries, lui décharger ses images. Est-ce que c'était pas une part logistique trop importante dans votre quotidien? Non, ça allait, parce que comme je le disais, j'étais tout le temps au même endroit, donc il y avait qu'une source d'électricité pour recharger mes batteries, mais une fois que je savais où elle était et quand j'y avais le droit, ben voilà, je tournais en conséquence, et je faisais en sorte qu'à la fin de la journée, effectivement, j'avais déchargé mes cartes mémoire, que mon ordinateur avait encore un peu de batterie, que tout ça. Donc ça a été, après c'est plus... sur l'utilisation de ma caméra, je sais que j'ai eu énormément de mal avec les poussières, parce que dans les tranchées, il y a la terre, il y a les poussières un peu partout, et à chaque fois que j'ouvrais mon capteur ou que je changeais mon objectif, je me retrouvais avec des poussières sur mon capteur, et ce qui est catastrophique, parce que des fois même on est obligé de le nettoyer, et c'est un nettoyage professionnel qui ne peut pas se réaliser en plein milieu d'une tranchée. Donc je sais que j'avais une espèce de parano là-dessus, en me disant faut absolument que je fasse gaffe, je nettoyais sans arrêt mes capteurs et mes objectifs, parce que j'avais très très peur de tout d'un coup de revenir après 4 mois dans les tranchées, de me rendre compte qu'il y a un point noir au plein milieu de mon image. C'était vraiment une très très grande peur sur le front, parce que là je savais que
On n'était pas dans un objet télévisuel, hein. C'était pas bon, c'est pas grave, il y a un petit point sur le noir sur l'image. Non, ça allait être au cinéma. Et au cinéma, un point noir sur l'image, ça ne pardonne pas. Donc techniquement, il a fallu, oui, que je passe un niveau, quoi, clairement. Mais après, dans la logistique même de tous les jours, c'était plutôt simple, non. Sur cet aspect technique, il faut rappeler que vous avez été formé à la technique, vous avez fait un BTS audiovisuel à Montaigu, en Vendée. On a reçu beaucoup de documentaristes dans cette émission, des gens qui font du film animalier, du film du voyage, du documentaire politique, du documentaire social. Et souvent, ils tournent seuls ou à deux, et avec des boîtiers réflexes comme ce que vous avez utilisé. Est-ce que vous, c'était évident, ce choix de cette petite caméra? Ouais, c'était évident parce que j'aurais pas eu les moyens, j'aurais pas pu, dans cet espace qui est très clos, qui est dans une si grande promiscuité, j'aurais pas pu avoir une vraie caméra. Avec tout ce que cela signifiait en termes de production sur le terrain. Je pouvais pas avoir de la lumière en plus, je pouvais pas avoir énormément de batteries, de caméras, comme je pense aux Arri par exemple. Les caméras Arri, j'aurais adoré filmer avec une mini Arri et avoir les moyens d'avoir cette caméra. Ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais voilà, la louer sur ce temps de tournage, mais ça aurait été trop compliqué d'un point de vue de la logistique, comme vous le disiez. Là, il fallait quelque chose de simple dans lequel filmer et en même temps sur lequel je sois assez à l'aise pour pouvoir avoir des standards beaucoup plus élevés que d'habitude. D'un point de vue technique, j'ai beaucoup aussi travaillé avec des filtres parce que je savais que le rendu allait être en noir et blanc. Donc j'ai travaillé avec des filtres qui, par exemple, donnaient plus de volume au ciel, qui étaient toujours un peu gris avec des nuages, etc. J'ai aussi éplumé tous les tutoriels pour que on puisse faire un étalonnage digne de ce nom, malgré le fait que ce soit un réflexe et pas une caméra professionnelle. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que techniquement, mais ça c'est aussi la grande chance que j'ai pu avoir de faire un BTS, c'est que ça m'a appris tout un tas de choses qui pendant longtemps dont je n'ai pas eu l'utilité directe, étant donné qu'en journalisme je me posais pas les questions de savoir si mon spectre de couleurs était bien pendant le tournage, mais tout ça en fait je l'ai retrouvé avec la production et la réalisation de ce documentaire. C'est agréable de se sentir même en post-production, de savoir ce que le monteur fait, de savoir avec l'étalonneur ce qu'on va pouvoir faire. Je pense que c'est même indispensable quelque part. Un réalisateur doit pouvoir être capable de comprendre un peu tous les stades de ce qui se passe en termes de post-production et même sur le terrain. Je pense que les réalisateurs qui font appel uniquement à des caméramans, ça doit être assez difficile parce qu'il doit y avoir un gap entre les deux personnages, entre les deux personnes. Je connais beaucoup de documentaristes, effectivement, comme tu le disais, qui filment seuls parce que ça nous permet de contrôler quelque part toute l'étape de la réalisation du film. Je pense notamment à Gianfranco Rossi, ce documentariste que j'aime énormément, qui fait un travail remarquable et qui lui aussi est seul sur le terrain, malgré la qualité incroyable de ses films. Et il tourne avec des Arri Alexa d'ailleurs sur ses 2 derniers films. Avec des Arri Alexa, mais voilà, je suis extrêmement admiratif de ce réalisateur, de tout ce qu'il arrive à accomplir seul. Par rapport à certaines équipes qui des fois vont partir à 4 à 5 et qui ramènent du matériel qui est parfois même moins bien. Je pense que c'est chacun, je pense que quand on veut réellement, quand on est attaché à ce qu'on fait, je veux dire, plus on est attaché à ce qu'on fait, plus on a envie de produire un film, plus c'est quelque chose qui nous tient à cœur, plus en fait on fait en sorte qu'on s'attache à ce qu'on est en train de filmer, on fait en sorte que ça soit quelque chose qui soit plus proche de ce qu'on a envie de faire. C'est aussi ce que j'ai découvert avec ce film, c'est que j'ai commencé ce film, j'ai commencé à le tourner en 2019, j'ai terminé le tournage en 2020, j'ai commencé les repérages en 2018. On est en 2022, il va sortir en 2022, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'en gros je suis sur ce film. Et c'est pas terminé, parce que là il sort au cinéma. Et c'est ce que j'ai découvert aussi avec le métier de documentariste, et de manière générale, je pense que c'est pareil dans tout le cinéma, c'est que un film, faut le porter. Faut le porter du début jusqu'à la fin. Et si on n'est pas convaincu par ce qu'on fait, on va droit dans le mur. Parce que ça, c'est sur tellement d'années, c'est un travail vraiment de longueur, c'est un travail de marathonien qui est extrêmement différent pour le coup de ce qu'on peut produire en tant que reporter, en tant que journaliste. Parce que les délais sont pas du tout les mêmes.
Moi, je me souviens, je suis rentré en 2020, il y a eu un an de post-production, et encore, on a travaillé dessus tous les mois. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, on travaillait dessus, et pourtant, ça prenait un temps fou, parce que le montage est une partie tellement importante du documentaire, et puis après, il y a eu, comme je disais, les traductions, etc. Donc, c'est vraiment un travail titanesque. C'est vraiment un travail titanesque, et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je savais que ça allait être, ça allait être long, mais je me suis pleinement rendu conscience que si on n'était pas convaincu par ce qu'on faisait en tant que réalisateur, ça servait à rien de faire un film. Faut avoir la niaque, quoi, parce que sinon on se mange un mur, c'est sûr. Pour en revenir sur l'image du film, sur la technique, il y a le choix du boîtier, mais il y a aussi le choix des objectifs qui est peut-être encore plus important que le choix du boîtier. Vous pouvez avoir des objectifs plus ou moins adaptés à l'obscurité, des objectifs avec plus ou moins de potentiel de zoom. Quels ont été vos choix de ce point de vue-là? Moi, j'avais deux objectifs. J'avais un 28-72, donc un objectif assez polyvalent, qui ouvrait à 1.8, donc vraiment une grosse ouverture pour pouvoir me permettre de filmer effectivement tout ce qui était en basse lumière, tout ce qui est obscurité à l'intérieur des tranchées, parce que je savais pertinemment qu'on allait être dans des espaces où la lumière, les ombres jouent un rôle prépondérant. On est souvent dans des espaces, comme je le disais, avec une très grande promiscuité. Donc c'était très important d'être capable de filmer ça. Et puis en plus, une partie de l'action aussi se passe parfois de nuit. Donc il faut être capable en pleine nuit de sortir son objectif et de voir quelque chose dans son objectif. Sinon ça pose problème. Et puis après j'avais un 70-300 que j'ai utilisé aussi pas mal pour tout ce qui était gros plan, les portraits. Il y avait quelque chose qui était en plus mis en valeur par le 4/3, étant donné que le 4/3 est un format beaucoup plus portrait-tal. On est vraiment dans les corps, et ça, avec les tranchées, avec l'espace des tranchées, le 4/3 donnait quelque chose d'assez intense et d'assez magnifique. Ça m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à tourner. Je me suis rendu compte que si j'avais fait le choix de tourner en 16:9, ça n'aurait pas du tout été le même film. Et j'étais très content d'avoir choisi le 4/3. Ça faisait vraiment sens. À la fois pour le côté... il y avait le côté noir et blanc un peu vieux film, parce que c'était intéressant pour moi dans la visée artistique de perdre un peu le spectateur dans les limbes temporelles des tranchées, de se dire en fait dans quelle époque on est au XXIe siècle, mais on a l'impression d'être en 14-18. Et puis ça, forcément, donc il y a le côté 4/3, le côté vieux film, vieux format en tout cas, qui était intéressant là-dedans. Mais à côté de ça, effectivement, le format en tant que tel, de par ses capacités, de par son format, me permettait d'avoir quelque chose de beaucoup plus proche des visages, beaucoup plus proche des hommes, et c'était vraiment ce que j'avais envie d'utiliser et de montrer, quoi. Il y a une autre cohérence dans le fait que vous fassiez ce double choix, donc du noir et blanc et du format 4/3, c'est que d'un côté vous rogniez sur les bords par rapport à un format 16/9, et en même temps vous enlevez les couleurs. Donc en somme, vous réduisez les informations disponibles pour vous concentrer peut-être sur l'essentiel. Ah bah oui, clairement, c'était hyper important, mais moi j'avais un moniteur externe qui me permettait de voir le résultat en 4/3 noir et blanc. Et je pense que c'était indispensable. Parce que si j'avais utilisé ma caméra sur laquelle je ne pouvais pas voir directement le résultat en 4/3 noir et blanc, je pense que ça aurait donné quelque chose de très différent, et dans le mauvais sens du terme. Là, de voir certains... J'en avais vraiment besoin pour tout, hein. Je me souviens, des fois je me disais, tiens, je vais filmer ça, et je regardais en 4/3 noir et blanc et ça donnait pas bien. Et après, je me rendais compte que quelque chose que je pensais pas qui donnait bien en 4/3 noir et blanc. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avancer, hein, cette possibilité de voir ce que ça donnait réellement à la fin. Sinon, ça aurait été très compliqué. Est-ce que ce double choix, donc toujours le 4/3 noir et blanc, c'est aussi, comme vous en parliez tout à l'heure, une volonté de rappeler des films de fiction qui traitent de la guerre, comme Les Sentiers de la Gloire de Kubrick ou L'Enfance d'Ivan de Tarkovsky? Ah oui, complètement. Ça faisait sens à la fois sur le terrain même, parce que les tranchées étaient un environnement propre noir et blanc déjà. C'est très terne, les tranchées, il y a très peu de couleurs dans les tranchées. Donc il y a, comme je vous disais, il y a les jeux de lumière, d'ombre, etc., qui étaient beaucoup plus mis en valeur avec le noir et blanc. Et en plus de ça, le noir et blanc avec effectivement cette capacité de rappeler les anciennes guerres, et les anciens films qui ont aussi été pour moi des références, notamment les anciens films de tranchées comme Les Sentiers de la Gloire, effectivement.
Et après, ça a été vraiment, moi, ça a été un plaisir de travailler sur ces aspects-là parce que c'est plein de choses dont j'avais jamais eu l'occasion en tant que journaliste sur lesquelles me pencher. Et là, je sais qu'il y a des films qui sont pour moi des films que j'ai adorés, comme Elephant de Gus Van Sant, où il y a ces longs plans de suivi, de travelling qui durent 5-6 minutes. Et ouais, moi j'étais pétri d'idées comme ça, de références. Je me disais, tiens, dans les tranchées, je vais prendre le même rapport de plan que dans Gus Van Sant, que dans Elephant, et je vais pouvoir voilà, montrer toute l'étendue du réseau de tranchées, à quel point c'est une fourmilière. Et je m'étais dit, je vais faire des plans séquences de 15-20 minutes où on marche comme ça dans les tranchées. Et même dans les Sentiers de la Gloire, il y a ces moments-là où ils marchent aussi dans les tranchées. Et c'était incroyable pour moi de pouvoir utiliser la fiction et les films que j'avais aimés dans mon enfance et même dans mon adolescence pour pouvoir les réutiliser dans un film documentaire que je faisais moi. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça, vraiment à me poser des questions artistiques et même je trouve que Tarkovsky, c'est incroyable aussi. Il y a énormément de films, par exemple l'usage du noir et blanc et le retour à la couleur, c'est quelque chose que lui a fait dans ses films, et pour des raisons différentes bien sûr, mais qui m'ont aussi vraiment inspiré. Il y avait vraiment, même la poésie des films de Tarkovsky, dans l'enfance d'Ivan. Dans l'enfance d'Ivan, c'est extraordinaire parce qu'en fait, il montre la guerre à travers les yeux d'un enfant, mais on ne la voit assez peu, la guerre, dans tout le film. On est vraiment sur des ambiances qui sont un peu similaires avec Tranchées dans certains aspects. Et pouvoir voir ces films et voir leurs implications et ce que ça donnerait directement dans mon documentaire, ça a été incroyable pour moi. Et est-ce qu'au contraire, ce double choix du noir et blanc, du 4/3, les mouvements de caméra que vous avez pu faire, c'était pas un risque de suresthétiser votre film et de perdre le rapport au réel? C'est sûr, il y a toujours, à partir du moment où on esthétise un film, on prend le risque qu'on ne raconte plus le réel, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose, ça aurait peut-être sans doute été le cas sur un autre type de terrain de guerre. Si j'avais filmé des batailles dans des champs ou quelque chose, enfin je sais pas. Mais la tranchée était vraiment un univers pour ça. Je veux dire, je l'ai senti, je l'ai vu au moment donné où j'ai commencé à filmer, qu'en fait, je, ce que moi je pressentais, ce que moi je vivais, ma perception était rendue visible à travers le noir et blanc et le 4/3, alors qu'elle ne l'était pas du tout en couleur. Donc je m'étais dit, ma réalité, la réalité de ce que je vis en tant que réalisateur dans ces tranchées-là, fait sens d'utiliser le noir et blanc et le 4/3. Donc on est toujours de toute façon dans la perception de ma réalité, parce que c'est aussi moi qui décide quelle partie de la tranchée je vais filmer et comment je vais la filmer, donc c'est toujours un choix subjectif. Mais en tout cas, moi, dans ma volonté de raconter cet environnement et cet espace si particulier qu'est la tranchée, je pense qu'avec le 4/3 noir et blanc, on est beaucoup plus proche, en termes de ressenti, de cette réalité. Même si, effectivement, il n'y a pas la couleur et on n'a pas la possibilité de voir tout autour, mais, mais pour moi, oui, pour moi, le ressenti que j'avais dans ces tranchées, il est plus proche, plus vrai, plus réel, à travers le noir et blanc 4/3. On a donc pas mal parlé du travail de l'image, d'autant plus que votre film sort au cinéma, donc sur grand écran. Mais au cinéma, il y a aussi d'excellents haut-parleurs, et le travail du son sur votre film mérite que l'on s'y attarde. D'autant plus que là aussi, vous étiez seul à la tâche. Ce n'est pas un ingénieur du son et sa perche qui s'occupait de capter les sons dans les tranchées. Alors, tout d'abord, quel a été le matériel que vous avez choisi et comment est-ce que vous avez procédé ensuite sur le terrain? Quand je parle du son, je pense que la plupart des ingénieurs son seraient horrifiés de savoir le matériel que j'ai pu utiliser sur le terrain, étant donné que j'avais un Zoom H4n qui coûte 90 € et un micro Rode qui doit coûter 100 €. Donc vraiment, je n'avais pas le meilleur du matériel en termes de son, et j'en avais totalement conscience sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai pris énormément de choses. J'ai capté beaucoup d'ambiance et de bruit à d'autres moments que ceux que je filmais, pour pouvoir ensuite... Vous avez fait des prises de son séparées en fait de vos prises de vue? Énormément de prises de son seules. Pour pouvoir, même d'une arme par exemple, d'une arme en utilisation, pour pouvoir ensuite rendre compte, remixer, reconstruire et retravailler après en post-production pour que le son soit le plus réel et authentique. Mais oui, ça a été... en cinéma, le son est aussi, même presque plus important
que l'image par certains égards. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que dans l'univers des tranchées, on entend plus qu'on ne voit. C'est-à-dire que souvent, il y a un bombardement qui a lieu à quelques centaines de mètres et on ne le voit pas parce qu'on ne va pas sortir des tranchées pour regarder ce qui s'est passé. Donc on l'entend. Et donc, donc c'est pour ça que c'était très important d'avoir un son qui, en tout cas, de capter tous ces environnements, tout cet environnement, parce que sinon, ça aurait été impossible de montrer cette réalité, cet environnement qui est très spécifique. Mais non, effectivement, énormément de prises de son seul, et puis même toute la journée, par exemple, je posais mon micro sur une table, jusqu'à ce que les soldats ne se rendent plus compte que j'avais un micro là, à l'endroit où ils étaient en train de déjeuner, pour être sûr d'avoir à ce moment-là le son que je désirais. Et ça a été compliqué, hein. Je pense que ça a été plus compliqué en termes que l'image, parce que moi je suis plus à l'aise sur l'image que sur le son, qui est un métier vraiment encore à part, je pense. Mais après on a eu un énorme aussi travail là en termes de post-production, hein. On a retravaillé les sons, on les a épurés, on a repris les signaux que moi j'avais, tous ces rushs, mais on les a énormément retravaillés. C'est incroyable aussi de voir à quel point on peut retravailler un signal sonore. Au mixage? Le mixage, c'est incroyable. Des choses que je pensais complètement perdues, avec des bruits, gênants de téléphone, de machin, etc., qu'on a retravaillé complètement, qu'on a rendu pur. C'est-à-dire que vous arrivez à isoler des fréquences? Ah ouais. Je sais qu'il y avait un moment donné avec le micro Rode, il y avait un problème de fréquence, effectivement, parce qu'il y avait tout un tas d'équipements militaires qui sont utilisés, et il y avait des bruits parasites à l'intérieur du signal sonore. Et des fois, je suis revenu catastrophé en me disant c'est impossible, on va jamais pouvoir utiliser cette portion que j'ai pris en son. Et en fait, si. Alors ça demandait énormément de temps là aussi. Mais on a été capable de retravailler énormément de choses, et ça c'était vraiment très chouette, ouais. Ce film, il a été accompagné par une productrice, Caroline Nataf. À partir de quel moment, à partir de quand dans le projet elle est arrivée pour vous épauler? Après les repérages. Elle est arrivée après les repérages, et en fait, faut savoir que moi j'ai commencé à filmer en ne sachant pas si je serais soutenu dans la démarche de faire mon film. C'est-à-dire que je me suis rendu, comme je le disais, je me suis rendu 2 semaines sur certaines positions, j'ai pris quelques images, mais la plupart du temps c'était vraiment juste pour construire un lien avec les soldats, mais j'ai aussi pris des images, et en fait en revenant j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que c'est marrant parce que je sortais à cette époque-là mon film pas mon film, un livre de chroniques sur la détention que j'avais vécue en Turquie. Et une jeune réalisatrice Anaïs Volpe m'a contacté sur Twitter pour me parler de ces chroniques-là. Elle avait envie d'en faire quelque chose d'un point de vue cinématographique. Donc on s'est rencontrés, et moi je lui ai expliqué que j'étais pas du tout intéressé par le projet de faire quelque chose de cinématographique de ma détention en Turquie. Par contre, je lui ai montré les images que j'avais faites en Ukraine la semaine d'avant. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable ça, mais je savais même pas qu'il y avait une guerre en Ukraine. C'est dingue. Et donc elle m'a dit, bah écoute, file-moi tes images, je vais les montrer à ma boîte de prod. Et en fait, le boîte de prod m'a appelé le lendemain, m'a dit voilà ce qu'on peut se voir. Et ça a été incroyable, hein, parce qu'en journalisme, ça aurait été impossible de faire ça, mais ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as besoin en fait. Voilà, si tu veux faire un film sur les tranchées, qu'est-ce que tu as besoin? Je leur ai dit, bah, j'ai besoin d'y retourner déjà dès la semaine prochaine, parce que faut que je commence très rapidement. Et j'ai besoin de 15 000 € en gros, pour, si on compte tout le tournage, ce qui est très peu, hein, pour un film documentaire au final. Si on compte tout le tournage, la vie, la nourriture, quelques trucs de matos, plus les billets d'avion et le fait de vivre là-bas, voilà, j'ai besoin de 15 000 € pour à peu près 4 mois. Et ils m'ont dit ok. Et 5 jours plus tard, j'ai eu 15 000 € sur mon compte, ils m'ont débloqué 15 000 € et puis je suis parti. Ça a été incroyable. C'est en grande partie grâce à eux, grâce à cette volonté. Ils m'ont fait confiance, mais alors de A à Z, en sachant pas du tout ce que moi j'allais faire, hein, parce que j'étais pas du tout un documentariste ni un réalisateur, hein. J'étais journaliste, j'avais 27 ans, j'ai filmé quelques images, je les montre et ils m'ont fait confiance. Et ma productrice m'a dit que en fait la première fois quand je suis rentré des 4 mois de tournage, la première fois qu'elle a vu les rushs, et qu'elle a vu des premiers extraits voilà, de montage, etc., elle a eu extrêmement peur, parce qu'en fait elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle n'avait absolument rien contrôlé, qu'elle n'avait rien vu, qu'elle ne savait absolument pas ce que moi j'avais fait. Donc c'était un risque énorme pour elle, mais elle a eu confiance, et au final ça a été dingue, parce que on a fait le film qu'on a voulu faire.
Est-ce que vous auriez fait le même film sans cet apport de 15 000 euros? J'aurais pas pu, et puis en fait, après, il y a eu aussi tout le travail de post-production. Parce qu'en fait, je suis revenu, quand j'ai commencé le tournage, et en fait, en gros, ça s'est fait. Il y a eu des périodes de 1 mois. En fait, je faisais 4 périodes de 1 mois. Donc, je restais 1 mois sur place. Après, je revenais un peu en France, etc. Vous n'avez pas fait 4 mois d'un coup? Non, j'ai pas fait 4 mois d'un coup. C'est pour ça que c'est plusieurs périodes. Il y a un moment, on est au printemps, un moment, on est en hiver, un autre moment en été. Sur tout ça, diffusé sur un an. Et en fait, j'ai passé après l'oral du CNC, en fait, au bout d'un mois, la première fois que je suis revenu, pour pouvoir avoir des subventions publiques, pour pouvoir avoir un peu d'argent pour notamment la post-production. Parce que en termes de tournage, ça coûtait très peu cher. Mais à partir du moment où on fait de la post-production et qu'on emploie des gens dans des studios, etc., là, par contre, on est en termes de budget, on est sur quelque chose de totalement différent. Donc vous avez dû monter un dossier, passer un oral? J'ai écrit, j'ai passé un oral, ça a été... Et puis en plus, je l'ai eu, donc ça a été encore une autre chance. J'ai une chance immense sur ce film. Parce que tout s'est déroulé de la meilleure des manières que j'aurais pu penser ou j'aurais pu espérer. Le CNC m'a fait confiance, la production m'a fait confiance, les soldats m'ont fait confiance, tout a été incroyable en fait. Et c'est aussi pour ça à la fin que je pense qu'on réussit à faire un film qui sort au cinéma. Parce que le tout forme quelque chose d'assez incroyable et qui n'avait jamais été fait sur la guerre en Ukraine de cette manière-là. Vous avez tourné donc tout seul, mais en revanche le montage vous l'avez fait à deux avec Léo Gatelier. Donc c'est une tâche que vous n'avez pas déléguée, contrairement au tournage. Pourquoi ne pas l'avoir assuré également seul, ce montage? Parce que je pense que après 4 mois passés dans les tranchées, j'étais plus à même d'avoir une... j'étais exténué, et puis ensuite, je sais pas, il fallait que j'ai un regard extérieur aussi pour pouvoir construire le film. J'aurais pu faire un film en le montant moi-même, mais ça aurait pas donné la même chose. Et quelque part, on fait un film. C'est bien sûr mon film, mais je le fais pour que les gens le voient. Et si je fais un film dont à la fin personne ne comprend rien sauf moi-même, je veux dire, c'est pas le but du film. Et il a fallu que quelqu'un d'extérieur au conflit, quelqu'un d'extérieur au film de manière générale, puisse me dire, écoute, là, Lou, c'est un peu extrême, on a 6 minutes d'un plan, voilà, on peut le laisser peut-être 1 minute, mais là, 6 minutes, ça me paraît long. Il a fallu, il a fallu que je me rende compte de certaines choses à travers le regard de mon monteur, de Léo, qui m'a permis aussi de sortir de ce tournage qui a été extrêmement éprouvant et long. Et donc je pense que ça a été quelque chose d'important. Et puis en plus, le montage, c'est un métier à part entière, hein. Le documentaire s'est créé à ce moment-là, en fait. Je veux dire, parce qu'en fait, en termes de propos, comme je l'expliquais juste avant, on a commencé à comprendre pas mal de choses de ce qui était dit pendant le tournage. Et puis surtout, il a fallu se poser la question vraiment de créer une histoire, d'aller d'un point A à un point B. Alors, je savais, il y avait des événements qui allaient construire le récit. Je le voyais pendant le tournage, mais je ne savais pas exactement comment est-ce qu'on allait les utiliser, si on les mettrait au début, à la fin, comment on allait construire tout ça, comment on allait quelque part construire un schéma narratif qu'on voit dans n'importe quelle production. Et donc voilà, pour moi, ça c'était indispensable d'avoir un regard extérieur et de pouvoir le faire avec un monteur. Et puis après aussi, d'un point de vue technique, un montage c'est un sacré... Quand on fait un film d'1 h 30, c'est plus un reportage de 3 minutes, quoi. Enfin, ça demande beaucoup de compétences. Et donc j'avais besoin de quelqu'un avec moi pour faire ça, ouais. Je vous pose la question parce qu'on a reçu plusieurs documentaristes dans cette émission. Il y en a certains qui aiment faire les montages tout seuls, justement parce que ça leur permet d'avoir comme vous sur le tournage le contrôle sur tout, et parce qu'également ils maîtrisent la technique. Et puis il y a des documentaristes qui ont besoin d'une deuxième paire d'yeux pour pouvoir avoir ce nouveau regard et les aider à accoucher du film. Il y avait la monteuse notamment Nelly Quétier qui nous expliquait que le montage était l'art de la maïeutique. Mais parmi la première catégorie, donc ceux qui travaillent seuls, y compris au montage, comme Florent Marcier par exemple, ça leur permet également de déployer, ils vont pouvoir faire un plan séquence de 6 minutes justement. Quand vous pouvez avoir ces conflits avec le monteur, est-ce que ça ne vous restreint pas aussi sur tout le potentiel de liberté artistique que vous pourriez avoir si vous montiez seul? Très certainement.
Mais je pense qu'il est nécessaire à un moment donné d'avoir des regards extérieurs, comme d'ailleurs le regard de la production aussi sur le film, parce que c'est certes moi qui ai filmé le film, qui en ai eu l'idée originale, mais on l'a fait à plusieurs, ce film. On l'a fait à plusieurs et on le fait. C'est le produit fini de quelque chose qui a été fait avec d'autres personnes. Et donc à partir de là, il y a des regards qui sont différents, mais je pense que à un moment donné, on n'est plus capable de voir. Enfin, certes, si on a le contrôle total sur le produit, mais on n'est plus capable de voir pas mal de choses. Moi, j'en suis persuadé. Il y a pas mal de choses en plus, sur des sujets très pointus comme ça, où on parle d'un conflit qui est aussi géopolitique, les gens ont besoin de savoir, c'est un documentaire, les gens ont besoin de comprendre un certain nombre de choses qui pour moi me sont évidentes, euh, et que je dois apprendre à raconter à un spectateur novice du conflit quelque part. Et si j'avais gardé en tête un peu le rapport extrême que j'avais à mon film au tout départ, on aurait été dans un film d'art et essai total qui aurait fini je ne sais pas où et qui n'aurait sans doute pas été pris dans des festivals ou quoi. Mais enfin, je veux dire, c'est aussi bien, mais c'est aussi bien quelque part de garder le contrôle total sur ce qu'on a envie de produire parce que c'est notre vision qui est en jeu. Mais pour moi, le rapport aux autres est extrêmement important aussi. On fait un film pour des spectateurs. Même si c'est le nôtre, il va être vu par d'autres personnes. Si ces personnes-là comprennent pas ce qu'on leur montre, c'est un peu comme les films de Tarkovsky. J'avais lu un ouvrage de Tarkovsky qui racontait que après chaque film qu'il faisait, il recevait des tas de lettres de personnes qui disaient mais j'ai rien compris. Et Tarkovsky, lui, il savait très bien ce qu'il faisait, mais les spectateurs ne savaient pas ce que lui voulait dire dans ses films. Et moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue de l'artiste, de créer quelque chose, quelque part, qui nous est tellement intime et tellement proche, qui est extrêmement intéressant, mais c'est une démarche qui est aussi assez radicale. Je pense que faut que le spectateur comprenne de ce dont il s'agit, ce dont il est question, et pour ça, il faut aussi qu'on ait des regards extérieurs sur ce que le film provoque chez un spectateur à la fin. Ça a été moi important, par exemple, dans les montages, de montrer ça à d'autres gens, de savoir ce qu'eux avaient ressenti. Parce que si on veut provoquer quelque chose chez les spectateurs et qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout provoqué ça à la fin, c'est qu'il y a un problème. On fait le film avec une vision. Donc si cette vision n'est pas partagée par le spectateur à la fin, s'il n'a pas ressenti la même chose, il y a aussi là quelque part un problème sur la finalité, quoi. Il y a une autre question intéressante qui se déroule au montage, ou en tout cas qui se conçoit, c'est celle de votre place en tant que documentariste. Donc si au moment du tournage vous avez pu être effacé, voire même parfois invisible comme vous le racontiez, est-ce qu'au montage vous avez décidé encore plus de réduire votre présence, ou au contraire pas forcément de la mettre en scène, mais d'indiquer que vous êtes présent et de montrer aussi votre regard à travers des bouts de discussion que vous avez pu garder, une certaine place que vous avez pu avoir avec votre caméra? Moi, j'ai essayé de m'effacer le plus possible. Et je pense que j'ai gardé cette ligne-là en montage. C'est-à-dire que mais dans le film, à un moment, il y a plein de moments où on sent ma présence quelque part. Notamment dans les moments où je suis en fait obligé, par exemple, de courir. Parce que je suis tout seul et que j'ai pas un steadicam et que je me balade pas. Voilà, je peux pas suivre des gens qui sont en train de courir sous les tirs. On entend vos bruits de pas, on voit vos chaussures en train de courir parce que à ce moment-là, vous pouvez plus cadrer. Exactement, il y a même, des fois même, on entend un peu mon souffle, etc. Donc quelque part, oui, en fait, cette présence, elle est rendue importante au moment, par exemple, quand il y a du danger. Parce que je pense que, en plus, moi, personnellement, c'est très difficile de continuer à filmer quand on est en danger de mort. Parce que on- parce qu'on va pas prendre des risques on va pas mourir non plus parce qu'on a voulu faire un beau plan à ce moment-là, c'est pas possible. Donc effectivement, le danger et le risque de mourir me trahit dans la manière dont je filme. Et ça, vous l'avez gardé au montage? Mais je l'ai gardé au montage, mais c'est les seuls moments où vraiment je sens que le spectateur sent qu'il y a une présence et qu'effectivement je suis derrière la caméra. Mais sinon, c'est quand même c'est beaucoup de plans fixes dans Tranchée, c'est beaucoup de plans faits au trépied et de, de, de longs cadres dans lesquels je pense là je suis beaucoup plus effacé en tant que réalisateur
C'était ça qui me plaisait, c'était d'avoir un rôle de spectateur moi-même en tant que réalisateur sur ce qui se passait dans les tranchées. Au départ, j'étais même allé dans une démarche qui était presque encore plus extrême, étant donné que je posais la caméra à certains endroits et je m'en allais. C'est-à-dire que la caméra continuait de filmer une scène, mais moi je n'étais plus là pour que vraiment pour que les soldats se disent bah il est plus en train de filmer, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, etc. Bon après cette manière de faire a ses limites, mais voilà il y avait ce côté observation qui était pour moi ultra important et j'ai essayé de m'effacer au maximum ma présence à l'intérieur mais quelque part, oui, comme je le disais, les moments où il y a du danger, ça me trahit un peu. Vous connaissez peut-être le cinéaste britannique Peter Watkins, qui est aussi un grand théoricien des médias, et qui a notamment critiqué ce qu'il appelait la monoforme, omniprésente dans les reportages télé. Ce sont tous ces codes dont on a parlé, et qui constituent une forme de formatage audiovisuel. On peut citer la voix off posée, le montage rapide, une durée imposée de chaque vidéo, de chaque reportage, ou encore l'incarnation face caméra. Par exemple, vous, quand vous travaillez pour TV5 Monde, on peut voir votre visage lors de duplex ou lors d'interviews. Ma question, c'est est-ce que vous avez cherché par vos choix formels radicaux à aller à rebours de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez réalisé dans le journalisme audiovisuel traditionnel ? Je pense pas que j'ai cherché à aller à rebours de mon travail de journaliste. Par contre, j'ai cherché à me trouver moi, quelque part. À être plus proche de ce que moi, j'avais en termes de sensibilité, de mes goûts, tout simplement. Cinématographique, artistique. Il y a toujours eu une frustration dans mon travail de journaliste, mais quelque part, c'est une frustration qui n'a pas lieu d'être, étant donné que le journalisme est comme ça, le journalisme télévisuel. On apprend à filmer de cette manière, on apprend à monter notre voix et à créer un produit journalistique de cette manière-là. Donc évidemment, si on a envie de faire quelque chose, en fait, il faut arrêter de travailler comme journaliste si on a envie de produire quelque chose d'artistique. Et moi, c'était plus une frustration à la base, vraiment, qui était liée à l'impossibilité de travailler sur des sujets, notamment la tranchée en tant qu'espace artistique, en tant que journaliste. C'est-à-dire que si un média m'avait dit en 2017, tiens, tu as tant de budget pour faire un documentaire qui paraîtra sur Arte, sur la tranchée, sans doute que je l'aurais fait. Minutes avec une voix off. Ouais, sans doute que je l'aurais fait, mais en fait, c'est parce que personne ne me laissait faire aussi ces choses-là que je me suis dit, bah attends Lou, si personne ne veut travailler sur la tranchée, bah écoute, construis-toi ton idée, construis-toi ton film et comme je le disais, effectivement, à partir de cette frustration, j'ai pu développer, je suis rentré dans un peu le côté extrême du film, c'est-à-dire de se dire, bah écoute, moi j'étais prêt pour faire des compromis quelque part, d'un point de vue d'un reportage télévisuel, mais si on ne laisse pas déjà à la base faire ce reportage, bah, je vais faire le film que j'ai envie de faire de A à Z, sans me poser la question de savoir si je devrais plus le faire pencher d'un côté ou de l'autre en fonction d'un spectateur ou de code, etc. Non, je me suis dit à partir d'un certain moment, sois radical dans ta démarche parce que de toute façon, le monde journalistique est radical et ne te permettra pas de faire ce que tu as envie de faire. Donc effectivement, la frustration du monde journalistique a créé ce truc, a créé Tranché. Et ça, c'est aussi intéressant parce que effectivement, il y a peu de documentaristes qui font des choix artistiques comme le 4 tiers noir et blanc au final sur des films. J'ai l'impression. La plupart des documentaires que je vois sont des documentaires en 16-9 couleurs, en tout cas sur ce que j'ai vu dernièrement. Et voilà, donc c'est moi en fait, c'est ma radicalité, c'est ma sensibilité et c'est une partie de moi-même que j'ai mis dans ce film, c'est sûr. Est-ce que vous avez quand même essayé quand vous parlez de votre rapport avec les médias qui n'ont pas voulu ce sujet, est-ce que vous avez essayé de leur vendre, de contacter des directeurs de rédaction, des rédacteurs en chef, etc. J'ai essayé de leur vendre, je leur ai dit, écoutez, j'ai un accès incroyable dans les tranchées, c'est-à-dire que je vais pouvoir y aller sans aucune restriction et en liberté totale, mais ça n'intéressait absolument personne. Je peux vous le dire, hein, personne, j'en ai contacté beaucoup des rédactions, personne n'était intéressé par un film dans les tranchées, sur la guerre en Ukraine. Guerre qui, à l'époque, était quasiment plus traitée. Il y avait quelques articles de presse écrite par-ci par-là, Arte Reportage qui continue à faire des petits trucs sur l'Ukraine de manière générale. En tant que... C'est un format d'environ 20 minutes qui est diffusé régulièrement. Ouais, mais il n'y avait plus rien en termes de longs documentaires télévisuels sur la guerre en Ukraine. Donc non, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé face à un mur d'un point de vue
éditorial d'un point de vue de moi-même, dans ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais dit je vais faire du cinéma. Enfin, je me suis jamais dit que j'allais faire un film, en fait. Enfin, dans ma carrière de journaliste, la manière dont j'ai évolué, on est beaucoup à souvent dire oui, on va faire un documentaire, machin, on va travailler pour telle chaîne. Le rêve de tous les journalistes de télé, au final, c'est de faire du long. Personne n'a envie de faire des sujets d'une minute trente et de le monter dans la journée et de le mettre à la fin. Tout le monde a envie de faire un truc un peu plus long, qui correspond en fait à un aboutissement plus réfléchi, plus, euh, plus, plus construit de ce qu'on a envie de montrer. Donc je vois les journalistes, en fait, quand ils sont de plus en plus chevronnés, ils passent du 3 minutes au 13 et ensuite au 26. Et ensuite, si t'es vraiment bon et que tes reportages marchent, tu vas faire un 52. Et c'est extrêmement fatigant. Un 52 minutes au cinéma, c'est considéré comme un court-métrage. Ouais, un 52 minutes, c'est considéré comme un court-métrage. Et souvent, même des journalistes, des amis à moi, viennent me voir et me disent alors, ton documentaire, c'est un 52? Il n'y a plus de code, en fait, parce que ça, je leur explique, ça dure 1h30, ça aurait pu durer 2 heures ou 3 heures, c'était moi qui décidais. Enfin, Peter Watkins, il appelle ça l'horloge universelle. Les formats de reportage, le 2 à 3 minutes dans un JT, 26 minutes, 52 minutes, en fait, c'est fait pour remplir des cases dans des programmes à la télévision et c'est interchangeable. Alors que vous, votre film, il fait 1h15, il a trouvé sa forme-là, il aurait pu en faire peut-être 1h30, 1h45, 2 heures. ah ouais, ça a été un affranchissement des règles, mais que j'avais jamais imaginé faire, en fait, parce que je m'imaginais pas avoir les moyens aussi financiers de pouvoir faire ce genre de film. Euh, je m'imaginais pas avoir aussi la possibilité de rentrer dans ce milieu un peu du cinéma, même si au final le milieu du cinéma documentaire n'est pas du tout le même que celui du cinéma de fiction. On n'est pas dans les mêmes rapports, on n'est pas dans les mêmes échelles de budget, dans les mêmes voilà, c'est deux mondes encore qui s'opposent, qui sont différents. Mais déjà dans le monde du cinéma documentaire, d'avoir cette liberté totale de pouvoir créer, c'est la première fois où je me suis dit, voilà, je suis dans un travail artistique. Mais je m'étais jamais dit dans ma vie, je ferais entre parenthèses de l'art. Je m'étais jamais dit, j'aurais cette liberté de créer quelque chose qui vient de ma tête à partir du réel. Parce que je suis très attaché à ce réel, je suis très attaché au fait de pouvoir montrer le réel. Mais, euh, mais voilà, ça a été incroyable pour moi et c'était quelque chose que je m'imaginais pas. Ce travail artistique, a été également celui de la musique, on en a un peu parlé tout à l'heure, qui a été composé par Gustave Rudman-Rambalier, qui a notamment travaillé avec Woodkid, The Weeknd ou encore sur la musique de la série Euphoria. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui pour composer une bande originale pour ce documentaire? Bah, ça a été super intéressant parce on était en plein durant le Covid à ce moment-là. Vous aviez déjà tourné? On avait déjà tourné. Et en fait, Gustave a énormément travaillé dessus. Ça a dû être un travail de peut-être 5 ou 6 mois, sur lequel en fait moi je venais toutes les semaines chez lui. On écoutait sur Rétroproche, voilà, en collant les images dessus, voilà, toutes ces compositions. Et à partir de là, on discutait de ce qu'on avait envie de faire passer ou pas. Et ça a été un travail assez incroyable parce que, encore plus dans la musique, je trouve qu'il faut mettre des mots sur des émotions. Et c'est quelque chose que moi j'avais jamais eu à faire, tu vois, de dire cette musique, voilà, en fait c'est très difficile de parler d'une musique, on est tout de suite dans du ressenti pur. Et en plus il y avait cet aspect documentaire réel, et lui par contre part de quelque chose sa musique est complètement personnelle, et c'est-à-dire que c'est lui qui crée toute une composition avec différents instruments, et de son rapport personnel au film, il fallait que ça colle aussi avec moi, mes attentes et ma vision de mon film. Donc on a énormément discuté, même du conflit de manière générale, du rapport à la violence, à l'image, du rapport à la sensibilité, à la fragilité de ces soldats qui nous livrent un peu leur existence dans les tranchées, pour que ensuite la musique puisse refléter tout ça et qu'on soit sûr d'être d'accord de ce qu'on allait montrer à travers la musique. Donc vraiment, ça a pris 5-6 mois où toutes les semaines je venais chez lui, on écoutait et on se disait non, on est plus là-dedans ou plus ou moins là-dedans. Et par contre, ce qui a été assez incroyable, c'est qu'on avait dans l'idée dès le départ avec Gustave de faire une musique qui soit organique quelque part, qui soit proche des personnages et d'utiliser des vrais instruments. On avait l'idée en plus il y avait cette espèce de Covid où tout le monde était séparés des autres, etc. Et nous, on avait envie à travers la musique aussi,
faire quelque chose qui puisse être très proche dans le rapport aux autres. Donc on a fait composer en fait pour un orchestre de 40 personnes la musique. Et on l'a fait enregistrer à distance parce qu'on pouvait même pas être là le jour de l'enregistrement. Donc tout ça s'est fait à distance. On avait un rendu, Gustave pilotait les musiciens et le chef d'orchestre à distance. Et nous on écoutait et on leur disait, voilà, on voudrait plus de... Enfin, moi je leur disais rien du tout parce que c'est pas mon métier, que je comprenais pas forcément tout. Mais Gustave, lui, écoutait, il me disait, voilà, les violons, il faudrait faire plus light ou je sais pas. Mais franchement, ça a été un des moments les plus beaux de mon film, c'est-à-dire voir la musique enregistrée par des musiciens et le voir à l'écran en même temps qu'elle était superposée sur l'image et le film. Ça a été incroyable. C'était hyper émouvant et la musique du film est une partie ultra importante de ce film, clairement. Mais ça, on en avait l'idée dès le départ, donc on a tout construit là-dessus parce on était sur la même longueur d'onde vraiment avec Gustave et ça a été incroyable de pouvoir travailler comme ça. On en revient à l'aspect collectif que vous avez aussi apprécié dans la création de ce film, notamment après le montage. C'est là où aussi quelque part le film est le résultat d'un produit, parce que certes ça vient de mon idée, c'est moi qui en suis l'auteur, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus indirectement dans les techniciens et Gustave qui est un compositeur, donc un artiste. Et faut conjuguer tout ça. C'est ça aussi que j'ai appris avec le film, c'est que... C'est ça le travail de réalisateur finalement, c'est quelqu'un qui conjugue. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs plusieurs fois pendant la post-production, je me suis dit, mais en fait, les réalisateurs de fiction, ces gens doivent être des dictateurs. Parce que je ne vois pas en fait, parce que moi j'avais 3-4 personnes. J'avais mon mixeur, mon monteur, mon compositeur, et voilà. Et la productrice qui venait donner son avis. Mais je veux dire, déjà, alors quand on n'était pas d'accord, c'était compliqué, hein. Fallait discuter tout l'après-midi, on se prenait un peu la tête, etc. Et puis moi, il fallait que je tranche aussi en tant que réalisateur, parfois, tout en n'étant même pas sûr que j'avais finalement le bon avis. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'en fait, conjuguer avec les autres, même dans les relations, en fait, entre personnes, à l'intérieur même de la création du film, des fois, il y avait des instants où... le monteur s'était un peu pris la tête avec le compositeur, donc il fallait réfléchir à comment on allait travailler ensuite par la suite ou alors les faire se réconcilier. C'est un peu bête, hein, mais on est dans des rapports très humains et je me suis rendu compte qu'en fait le travail de réalisateur d'une fiction, il était autant celui de création artistique que d'arriver à mobiliser autant de personnes et à faire en sorte que les personnes travaillent ensemble sur un projet déterminé. Moi, j'avais pas du tout conscience de ça parce qu'en tant que journaliste, on travaille si peu et sur un laps de temps qui est très réduit. Mais forcément, quand on travaille sur un projet pendant des années, on peut dire que c'est notre projet, mais au final, c'est aussi celui un peu du monteur et du compositeur et de tout ça. Et eux ont envie aussi de donner une part d'eux-mêmes dans le processus créatif, alors que le résultat final, ça reste quand même, entre parenthèses, mon film, puisque c'est moi qui vais devoir le montrer, ça sera mon nom, etc. Mais forcément que quelqu'un qui travaille 1 an sur quelque chose, de manière régulière, s'implique aussi émotionnellement, personnellement dans le processus, et donc il donne quelque chose au film aussi. Et alors qu'en journalisme, bon voilà, on n'est pas d'accord avec le monteur, on fait un montage de 2 jours, on met pas quelque chose, on le met, enfin ça change pas radicalement la phase de reportage qu'on va faire. Là c'est très différent, le cinéma c'est vraiment, il y a le processus artistique et il y a comment on le met en place et avec qui on le fait, et il y a énormément de choses à gérer et comme je le disais, c'est ça aussi je pense, la beauté du cinéma, c'est quand on fait un film, faut être persuadé de faire la bonne chose, quoi. Être pleinement engagé. Faut être complètement engagé. C'est un travail d'engagement personnel qui est extrême, je trouve. Parce qu'en plus, ça nous poursuit le reste du temps. Parce que quand on sort de montage, le soir, on rêve de ça. On pense à ça tout le temps. Parce que c'est tellement quelque chose d'important. On travaille dessus depuis des années. Je pense que c'est à peu près la même chose si quelqu'un écrit un livre ou... Voilà, dans un processus d'écriture de quelque chose. Enfin, c'est un travail de dingue. Et je pense que vraiment, en plus, certains films, certaines personnes, certains réalisateurs doivent peut-être même avoir parfois la perception de rater quelque chose, de faire un film qui n'est pas le résultat de ce qu'ils auraient voulu. Je me dis, ça doit être terrible. Ça doit être terrible de travailler 3 ans sur quelque chose et de se rendre compte que c'est pas ce qu'on avait voulu. Ça doit être... faut avoir une force d'esprit, à mon avis, monstrueuse.
Et moi, heureusement, on est tous fiers de ce qu'on a donné, de ce qu'on a produit, et on est tous arrivés à un moment donné où on s'est dit, à la fin, quand on a vu le résultat final, on s'est dit, c'était le film qu'on voulait faire, que moi j'avais envie de faire, que eux aussi avaient en vision, donc c'était incroyable. Mais c'est un marathon psychologique, émotionnel, qui est absolument, qu'on sous-évalue totalement au départ du projet. Ça, c'est clair. Vous avez tourné le film en partie clandestinement, en tout cas aux dépens de l'état-major ukrainien. Est-ce qu'ils savent que le film a été montré au Festival de Venise l'année dernière et qu'il va avoir une sortie en France? Oui, ils le savent, mais en tout cas, certains commandants en ont eu vent, et j'ai envoyé, j'ai montré le film à certains soldats qui en ont aussi parlé autour d'eux. Et ça a été plutôt bien perçu. Et je suis content parce que eux ont vu aussi leur réalité être mise en image de cette manière-là, avec du 4 tiers de noir et blanc. C'était assez enfin, c'est assez émouvant, même pour eux, de retrouver cet aspect-là quelques 2-3 ans plus tard, de revoir ces images et de retrouver cette vie dans les tranchées qu'ils ont partagée pendant si longtemps. Oui, l'état-major en a eu vent, mais bon, là, le truc, c'est que l'état-major a d'autres problèmes que gérer la diffusion d'un film, d'un film documentaire. Mais, et puis même l'année dernière, c'était déjà très tendu aussi. Donc je pense que ça serait intéressant de le montrer à un haut niveau de l'état-major à un moment donné. Je pense peut-être que ça sera faisable. Mais non, je pense pas qu'ils vont être... Je veux dire, je pense c'est un film qui raconte la vie dans les tranchées. Enfin, on n'est pas dans un parti pris politique. Enfin, tu vois, on est vraiment... on raconte ce que des soldats vivent dans un environnement spécifique, et comment ils arrivent à faire... à survivre, quoi. Donc je pense pas que même l'état-major ukrainien serait mécontent en tout cas de ce travail-là. Même si je pense qu'effectivement, si je leur avais dit dès le départ, ils m'auraient pas laissé le faire, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité aussi dans la sous-médiatisation du conflit, dans la difficulté à avoir des autorisations de filmer pour les journalistes, pour les cinéastes? Non, je pense que c'est partout, surtout les conflits, la plupart du temps. C'est compliqué d'avoir des journalistes avec soi, hein. Ça fait prendre des risques supplémentaires à des gens qui se battent au jour le jour. Et puis, il faut pas oublier que les soldats n'ont pas forcément envie d'avoir des journalistes autour d'eux sans arrêt. Donc je pense que quand eux mettent en place une procédure difficile d'accès pour les journalistes et réalisateurs, c'est aussi une volonté de protéger leurs soldats et de faire en sorte qu'ils ne soient pas soumis à un œil extérieur sans arrêt, jour et nuit, pendant des mois. C'est assez extrême. Moi, je pense que si j'étais un soldat qui risquait ma vie dans des tranchées, et qui vivait cet environnement-là pendant des mois, parfois même des années, je pense que j'aurais du mal à voir qu'un mec est en train de me filmer sans arrêt dans le bunker. Ou même parfois quand je dors ou des choses comme ça, faut... En plus, il y a des bons journalistes, il y en a des mauvais en plus, hein. Il y a pas, je veux dire, il y a des gens qui viennent et qui n'ont absolument aucune sensibilité et qui vont filmer de très près ou alors exiger des choses. Tu vois, les journalistes en télé, ils font souvent quelque chose que moi je déteste, c'est qu'ils refont jouer quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un est sorti de la pièce, ils n'ont pas eu le temps d'avoir ce moment-là, ils vont lui dire « Est-ce que tu peux revenir dans la pièce ?» Et on refait cette sortie, etc. Et en plus, ça se voit après en montant dans la... Pour faire un plan de coupe, etc. Ça se voit qu'il a demandé à la personne de sortir. Je trouve ça horrible, même en tant que journaliste, je fais pas ça, moi. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, certains documentaristes et certains journalistes, ça doit pas être facile pour les soldats de les avoir tout le temps avec eux, donc c'est normal aussi que les armées protègent aussi ces soldats-là. Et puis même pour eux, ils se protègent aussi eux-mêmes, en fait, en ne permettant pas que les journalistes aient accès aussi facilement au front, parce que sinon, il y aurait un déluge d'images, de positions qui sont stratégiques, qui peuvent être utilisées aussi par l'ennemi, en fait. Prendre en photo quelque chose, une position militaire, c'est un endroit qu'on peut... Et si après on la diffuse dans le cadre d'un reportage, c'est un endroit qui peut très bien être repéré par des soldats ou alors dans l'état-major du côté adverse et ensuite être utilisé contre eux. Donc il y a plusieurs aspects qui font que je pense que c'est normal que les armées fassent attention aux journalistes chez eux, quoi. Nous approchons de la fin de cet entretien. Quel sera votre prochain challenge cinématographique? C'est la grande question. Mais l'Ukraine, là, est un pays qui est en plein bouleversement et qui est rentré dans un processus de survie existentielle. Et je ne sais pas à quoi ressemblera l'Ukraine, même dans les prochains mois. Et
j'ai envie de continuer à travailler sur l'Ukraine, ça c'est certain. Je ne sais pas encore exactement quand, et c'est ce que je disais juste avant, enfin quand et comment en fait. Je pense que faut attendre, je vais attendre encore d'être certain de l'idée que je voudrais réaliser avant de le faire, parce que sinon je vais me lancer dans quelque chose qui va vite me dépasser. Surtout que le pays est en constant bouleversement. Et moi j'ai toujours eu aussi dans mon travail cette idée de raconter des choses que les autres ne racontent pas, qu'on ne voit pas. Je pense que c'est important de se placer dans cette position de raconter quelque chose, pas d'inconnu forcément, mais voilà, Qui passe en dessous des radars. voilà, de faire un pas de côté et d'essayer d'avoir une démarche particulière pour raconter quelque chose. Si c'est pour raconter la même chose que tout le monde, je trouve que ça ne fait pas sens. Enfin, Parce que là, tous les journalistes, ou presque, enfin, en tout cas tous les grands reporters, moi que je peux connaître, tout le monde est parti là-bas depuis 2 mois. tout le monde est là-bas, il y a plus de 3000 journalistes accrédités, et donc il doit y en avoir à peu près, en comptant les non accrédités, il doit y en avoir à peu près 5000. Il y a des journalistes à peu près partout. Moi, c'est ce que je dis en rigolant des fois. Il y a 2 invasions. Il y a l'invasion des Russes et l'invasion des journalistes. Parce que c'est un truc de dingue. Et donc, bah après, voilà, il y a plein de... Encore même avec 5000 journalistes dans le pays, il y a des choses à raconter. Mais c'est juste que j'ai envie d'attendre un peu parce qu'en plus, moi, ce que je connaissais de l'Ukraine a aussi été bouleversé. La plupart de mes amis sont partis combattre. Il y a énormément de personnes que je connaissais qui ont fui le pays aussi. Et tout est en bouleversement. Et voilà, donc j'attends un peu de voir comment tout ça va se passer avant de me dire c'est le moment de reprendre ma caméra et de rouvrir le métier de documentariste et de faire quelque chose. Et curieusement, en ce moment, on voit assez peu d'images du front. Enfin, on en voit de plus en plus là depuis que le front se concentre sur la partie Donbass. On en voit dans les JT notamment. Mais il y a un grand travail qui est fait par les journalistes sur que ce soit sur les crimes de guerre et sur les répercussions qui sont faites sur les populations civiles. Vous, c'est un travail que vous avez fait précédemment, notamment dans Les Enfants de Maïdan. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous pourriez vous diriger, de ne plus être sur le front des combats? Là, j'ai choisi avec tranché celui du front, donc d'être le plus proche de ce qu'on peut imaginer de la guerre, mais la guerre se joue dans plein d'espaces et de domaines différents. Et évidemment que ce que vivent les civils est aussi un des aspects très importants à raconter dans une guerre, et sur lequel je pourrais évidemment travailler. Voilà. Après, c'est assez intéressant parce que maintenant, tout de suite, les journalistes, ils sont des milliers en Ukraine, mais on a quand même assez peu d'images de combat filmées par des journalistes. Souvent, c'est des soldats eux-mêmes, ou c'est des images de drones, c'est des ça, etc. On peut voir notamment sur les réseaux sociaux de plus en plus, sur Telegram, sur Twitter. Mais par exemple, là, en fait, depuis 2 mois, il n'y a aucune équipe de journalistes qui a été intégrée à une brigade ou qui a pu en fait suivre des soldats. C'est impossible. Impossible parce que l'armée ukrainienne, parce que déjà les dangers sont extrêmes, et puis ensuite parce que l'armée ukrainienne ne peut pas du tout, elle n'est pas en mesure du tout actuellement de pouvoir gérer des journalistes avec les équipes, avec les brigades. Et comme la plupart des gens, des journalistes ne connaissaient pas forcément de soldats auparavant, etc., ou alors ne peuvent pas contourner cet ordre de l'état-major, bah, du coup, tous les combats qu'on voit sont issus d'images amateurs, de réseaux sociaux, de drones, d'images qui ont filtré, mais très peu le sont en fait par des journalistes. Ou même des documentaristes. Est-ce que c'est un manque aussi dans ce que vous pouvez voir du conflit de l'extérieur? C'est un manque, c'est certain. Après, les risques de mourir actuellement si on va sur le front et qu'on reste avec des brigades sont extrêmement élevés. C'est un conflit moderne, avec des moyens modernes de viser, et les soldats ukrainiens meurent par milliers. Donc à partir du moment où vous êtes dans un camp où les soldats meurent par milliers, bah, vous prenez des risques aussi extrêmes. Donc je pense que heureusement que quelque part heureusement que ça soit difficile, parce que sinon il y aurait énormément de morts chez les journalistes, mais il y en a déjà beaucoup, mais ça sera encore pire. Mais c'est vrai que c'est juste dommage, parfois peut-être que l'armée ukrainienne pourrait ouvrir un peu plus les vannes pour essayer de faire en sorte que les journalistes viennent, parce qu'en plus ils en ont besoin, ils le savent très bien. Ils ont besoin de raconter cette guerre et de mobiliser les opinions occidentales, et généralement de laisser des journalistes venir avec eux, ça leur permet aussi de montrer aux gens ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous aviez vu le documentaire Mariupolis du journaliste lituanien, alors j'ai sûrement écorché son nom, Mantas Kvedaravičius, qui avait documenté la vie dans la ville de Mariupol en 2016 et qui est mort il y a 1 mois et demi à Mariupol.
à Mariupol. Ouais, c'était un très très beau documentaire. Avec une vraie vision là aussi, avec de la poésie. Enfin, j'ai pris énormément de plaisir à le regarder. Et ça aurait été incroyable qu'il puisse en sortir vivant. Malheureusement, il en est mort de son travail, mais il est resté dans cette. Enfin, c'est dingue parce qu'en fait, il a fait ce film, ce premier film en 2016 dans cette ville. Il y est revenu, il en est mort. Donc, ça, c'est effroyable, mais il a donné, à mon avis, tout ce qu'il a pu. Enfin, il était pleinement impliqué, engagé dans son travail de documentariste. Il en est mort, malheureusement, comme souvent, comme parfois ça arrive avec les documentaristes de guerre. C'est ça aussi le fait, c'est que quand on est journaliste et qu'on va sur une zone de guerre, on reste quelques heures, quelques jours, mais quand on est documentariste, il faut rester sur le long terme, donc on prend d'autant plus de risques. Et c'est aussi pour ça qu'on voit peu de documentaires de guerre au final. C'est que plus on reste sur le front, plus c'est dangereux. Plus on reste dans une zone de guerre, plus c'est dangereux. Mais le temps est une composante indispensable et primordiale du documentaire. Si, je veux dire, moi je suis resté 4 mois, mais certains documentaristes restent des années sur les terrains de leurs documentaires. Donc voilà. Donc en plus de ça, s'il y a des dangers existentiels de pouvoir en mourir, effectivement, c'est d'autant plus risqué d'être documentariste de guerre. Eh bien, un grand merci à vous, Loup Bureau, d'avoir participé à ce nouveau grand entretien de Négatif. Votre film Tranché sort le 11 mai au cinéma, et sur notre site internet négatif.co, vous pourrez découvrir la bande-annonce et des extraits du film, ainsi que l'ensemble de nos précédents entretiens, accompagnés d'illustrations, de liens et de références. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify, Twitter. À bientôt. À bientôt, merci.